comment notre audience, composée principalement d'étudiants ingénieurs, peut-elle s'engager efficacement pour la transition environnementale? Bon, on va rentrer tout de suite dans le concret. Heu, alors, il y a des choses que vous pouvez faire et des choses que vous ne pouvez pas faire. Je vais commencer par ce que vous ne pouvez pas faire. Chez vos voisins d'HEC, il y a pas très longtemps, on m'avait posé exactement la même question et on m'avait dit en particulier: «Est-ce que c'est facile de transformer les sociétés de l'intérieur?» Donc là, je parle de la partie professionnelle, pas de la partie personnelle, on en parlera après. En s'y faisant embaucher, je leur avais dit: «Non, vous pouvez pas, changer les choses de l'intérieur». Donc si je prends un exemple qui est, associé à cette école-ci, il y a même un bâtiment qui porte son nom. Si vous entrez demain matin chez Bouygues ou chez Colas, jeune ingénieur, vous ne ferez pas la stratégie de Bouygues ou de Colas. Vous ferez ce qu'on va vous demander de faire. Donc si vous rentrez chez Colas, vous allez réparer des routes et si vous rentrez chez Bouygues, vous allez faire des bâtiments. Et si vous faites des bâtiments qui sont environnementalement intéressants, c'est pas parce que vous, jeune ingénieur, vous l'aurez décidé, c'est parce que les gens qui sont déjà aux manettes auront décidé de vous le faire faire. D'accord? Donc en fait, en vous rentrez dans une entreprise, jeune ingénieur, vous allez faire une grande entreprise. C'est très différent dans une petite entreprise où quand vous rentrez, vous allez directement faire partie de l'encadrement, donc vous êtes tout de suite très près de Dieu, ou de Diane, enfin je sais pas comment et donc vous aurez nécessairement assez vite un impact plus important sur la marge de la boutique. Si vous rentrez dans une entreprise de menuiserie industrielle de 50-100 personnes, il ne va pas se passer 5 ans avant que vous puissiez commencer à avoir votre mot à dire sur la stratégie globale de l'entreprise. D'accord? Parce que vous serez fatalement beaucoup plus proche, du patron ou de la patronne et donc vous aurez voix au chapitre, sur l'orientation de façon beaucoup plus voilà. Donc dans la partie, professionnelle, j'ai envie de dire, ce que vous pouvez faire, c'est choisir l'entreprise où vous allez travailler. Étant entendu qu'il y a un sujet qui aujourd'hui n'est pas simple, qui est: comment est-ce que je choisis une entreprise qui m'offre du boulot aujourd'hui pour faire des choses qui ne sont pas alignées avec la sauvegarde de l'environnement, alors que moi j'ai envie, de rentrer dans un endroit où ça le soit déjà et où plus tard ça le sera peut-être. D'accord? Donc ça, c'est une équation pas c'est un pari que vous faites, voilà et après il y a quelque chose qui est très classique, c'est d'éviter de se faire capturer parce que vous allez sortir de cette école, alors pour une partie d'entre vous, plein d'idéaux, d'envies et cetera et je vais vous dire un truc qui est public, donc je peux vous le répéter, qu'on doit au patron de Total. Le patron de Total, donc Total a une filiale qui s'appelle Greenflex, qui est une, entreprise qui fait des services environnementaux, on va dire, pour et cetera et il m'a dit: «Greenflex, c'est vachement bien, j'embauche les jeunes ingénieurs qui veulent sauver l'environnement, puis une fois qu'ils ont goûté au salaire de Total pendant 3 ans, je les envoie en Angola». Alors, il le dit publiquement, hein, je peux vous le répéter. Donc, il a au moins ça pour lui, le patron de Total, c'est qu'il n'est pas hypocrite. Donc, ça, c'est quelque chose que vous allez également devoir gérer. C'est qu'une fois que vous serez dans une entreprise qui ne fait pas ce que vous voulez qu'elle fasse, mais en vous disant: «Peut-être qu'un jour plus tard, ça sera le cas», il y a quand même des gens que vous allez trouver sympas. Vous allez nécessairement devenir, si vous restez un tout petit peu attaché à quelque chose dans cette entreprise, votre métier, votre et éventuellement votre salaire et donc derrière, vous allez progressivement, nécessairement, un peu vous faire capturer par le système. C'est très difficile de ne pas se faire capturer un peu par le système. C'est pour ça que les vieux, qui se sont fait longtemps capturer par le système, sont en général moins révolutionnaires que les jeunes. Voilà, c'est un peu dans l'ordre normal des choses. Voilà, mais donc ce que vous pouvez faire de mieux au niveau, professionnel, j'ai envie de dire, c'est choisissez bien l'entreprise dans laquelle vous allez bosser, parce que vous faites partie des gens qui ont le choix. Tout le monde n'a pas le choix. La personne qui viendra faire le ménage ici à 5 heures demain matin, je suis pas sûr ou à 6 heures demain matin, je suis pas sûr qu'elle ait totalement le choix, d'accord? Donc si à cette personne, je lui dis, «Choisissez bien l'entreprise pour laquelle vous allez bosser», elle va gentiment ricaner au nez. Vous, vous avez ce luxe, vous pouvez l'exercer, enfin, vous pouvez en profiter. Après, dans votre vie personnelle, vous avez un truc qui s'appelle un bulletin de vote à chaque fois qu'il y a des élections. Je vous rappelle que les jeunes ne votent pas, donc votez, n'importe quoi, votez blanc s'il y a personne tout le monde vous défrise, mais votez, ça fait partie du moyen d'expression, qu'on a. Vous avez l'engagement associatif, qui est un engagement que vous pouvez avoir avec des associations existantes à l'extérieur ou créées à l'intérieur, puisque, par exemple, tous les groupes thématiques dans les écoles d'ingénieurs, c'est des associations. D'accord? Donc, vous pouvez avoir un engagement associatif. Vous pouvez avoir, un engagement, personnel. Alors vous avez aussi, alors un truc que je dis souvent, c'est que le divorce augmente la consommation d'énergie des ex-conjoints de 50 à 60 et donc votre génération aura plus de mal à divorcer que la mienne. Donc choisissez bien. Mais comme vous êtes jeune
et qu'un certain nombre d'entre vous, vous n'avez pas encore choisi, ou vous êtes encore au moment où vous pouvez faire essai-erreur, voilà, choisissez bien, ça fait aussi partie, ça a l'air de rien comme ça, mais en fait, c'est quelque chose de très important. Vous vous rendez compte que dans les cellules familiales déjà constituées, alors pas nécessairement les couples, hein, parents-enfants, cousins-cousines, etc., essayer de faire rentrer un élément disruptif, comme celui des limites planétaires, tout en conservant l'unicité et l'homogénéité de la cellule familiale, c'est pas que c'est pas possible, mais c'est très difficile. Parce qu'il y a pas de raison que des gens qui se sont réunis pour des raisons qui ne sont pas la question de la sauvegarde environnementale, se retrouvent comme par miracle, de façon homogène et au même moment, unis sur ce sujet. Alors je vais prendre un exemple à la con. Pour vous qui aurez les moyens de prendre l'avion, par exemple, le recours à l'avion pendant les vacances. Là, vous êtes dans un groupe d'amis qui s'est constitué sur un truc qui n'avait rien à voir avec le fait de partir sans avion. Et puis un jour, l'un d'entre vous dit: «Ah bah, quand même, il faudrait éviter». Les autres lui disent: «Écoute, tu nous emmerdes. Nous, on va en week-end à Bratislava. Si tu veux pas, bah, tu veux pas». Et en fait, vous vous rendez compte que c'est très difficile d'échapper, à son cercle social, à son cercle familial, et cetera. Donc, vous qui l'avez pas encore totalement déterminé, pensez-y au moment où vous le ferez, parce que si c'est quelque chose de vraiment important pour vous, ça sera pas si simple que ça de transiger derrière avec des gens qui en ont pas envie. Voilà. Donc voilà un rapide panorama, et j'ai envie de dire, pour exercer tous ces choix, informez-vous. Je ne sais pas si ce soir on pourra considérer que ça en fait partie, mais vous avez également quelque chose de très utile que vous pouvez faire tant que vous n'êtes pas encore dans le maelstrom de la vie quotidienne, c'est d'avoir le temps de vous documenter, et voilà, donc exercez ça aussi parce que ça vous sera toujours utile. Merci beaucoup pour cette réponse qui donne des éléments de réflexion, je pense, à beaucoup de questions qu'on se pose. On aimerait maintenant parler de votre auditoire. Votre auditoire vous connaît notamment pour votre positionnement sur le nucléaire. Vous prêchez ou plaidez en faveur d'une part d'énergie nucléaire prépondérante dans le mix énergétique par rapport aux énergies renouvelables notamment. Et à ce sujet, nous aimerions vous transmettre une question de notre précédent invité, M. Jean-François Julliard. Qu'il soit pro-nucléaire, bon, c'est son schéma de pensée, c'est sa façon de faire, c'est pas la mienne, c'est une chose. Mais qu'en revanche, il puisse dire, comme il l'a dit encore récemment, ou écrire, qu'il faudrait un moratoire sur les énergies renouvelables, ou que les énergies renouvelables sont un problème parce que bloquent la transformation et tout ça, ça, je trouve que c'est dangereux. Voilà, je trouve que c'est un discours dangereux parce que quand on regarde là aussi de manière rationnelle tous les écrits, on nous dit souvent, mais vous êtes contre le nucléaire alors que le GIEC parle du nucléaire. C'est vrai que le GIEC il parle du nucléaire, mais ils en parlent très peu, ils en parlent à la marge. Comme je disais tout à l'heure, ils en parlent comme une énergie résiduelle qui va rester à peu près, qui va continuer d'être à peu près 10% de la production d'électricité dans le monde. Alors, il y a énormément d'éléments sur lesquels on peut réagir dans ce qu'il vient de raconter. D'abord, ouais, est-ce que non, vous êtes un peu vieux, vous avez pas lu Tintin, vous aussi? Vous avez lu Tintin? Bon. Vous connaissez le sparadrap du capitaine Haddock? Bon, bah, voilà. Donc le nucléaire, en ce qui me concerne, c'est le sparadrap du capitaine Haddock. Si vous prenez mes 360 derniers posts LinkedIn, 365 derniers posts LinkedIn, j'ai pas fait le calcul, mais je pense que vous en trouverez pas plus de 5%, et à mon avis beaucoup moins, qui parlent du nucléaire. Donc mon obsession pour le nucléaire est surtout une étiquette qui m'est mise sur le front par les adversaires du nucléaire, d'accord, dont Monsieur Julliard fait partie, qui parle beaucoup plus souvent du nucléaire que moi. Il suffit de regarder, hein, voilà. La deuxième chose, c'est qu'il est mal renseigné sur ce que j'ai dit. J'ai jamais dit que les énergies renouvelables bloquaient la transition. Donc voilà, je veux bien parier 3 millions d'euros avec lui sur la source de cette information. Ce que j'ai dit sur le nucléaire, c'est les choses suivantes. J'ai dit que remplacer en France du nucléaire, parce qu'il faut bien voir que notre ami Hollande, que vous avez aussi invité là, il a lancé en 2012 une idée que j'ai trouvée totalement farfelue, qui consistait à délibérément baisser le nucléaire pour le remplacer par de l'éolien et du solaire. J'ai toujours considéré que de supprimer ce qu'ont fait les Allemands est une ânerie. Ils ont fait une ânerie, je maintiens qu'ils ont fait une ânerie. Ils ont fait une ânerie parce que ce qu'ils ont fait leur a coûté un bras pour garder plus longtemps du charbon. Je vois vraiment pas l'intérêt. Par ailleurs, ils commencent à avoir aujourd'hui un réseau électrique plus compliqué à gérer que celui qu'ils avaient avant. Nos amis de Supélec ici, enfin ceux qui s'occupent, ceux qui sont affiliés Supélec, on va dire, dans l'enseignement maintenant, verront dans 10, 20, 30 ans qu'il va commencer à se, ou peut-être avant, que le réseau allemand, il va commencer à devenir un peu bizarroïde.
Les Allemands, toujours pour nos amis affiliés Supélec, ils avaient 100 gigawatts de puissance pilotable installée. En 2002, ils ont aujourd'hui 100 gigawatts de puissance pilotable installée. Juste, ils s'en servent un peu moins parce qu'effectivement, quand il y a plus... Et dans l'intervalle, ils sont passés de quasiment 0 à 140 gigawatts d'éolien et de solaire. Donc, c'est la démonstration par l'exemple qu'aujourd'hui, les ENR fatales et intermittentes ne permettent pas de se passer de sources pilotables. Voilà, c'est juste, c'est un fait. Et donc, moi, j'ai toujours dit, remplacer du nucléaire qui n'est pas carbone et pilotable par des éoliennes et du solaire, c'est une connerie. Voilà, je l'ai dit, je continue à le dire. Est-ce que ça veut dire que je suis contre les énergies renouvelables? Non. C'est comme si je disais, je considère que de marcher sur ses bras plutôt que de marcher sur ses jambes, c'est une connerie. On va moins vite, c'est plus loin. Est-ce que ça veut dire que je suis pour qu'on coupe les bras aux gens? Non. Bon. Donc, au motif qu'en comparant deux alternatives, je considère que ce qui constitue l'une des deux alternatives, les objets qui en sont constitutifs n'ont aucun intérêt nulle part, jamais, c'est pas vrai. J'ai jamais ni écrit ni pensé ça. Bon, on va pas faire le débat tout de suite maintenant de la comparaison, mais voilà. Après, j'ai dit et répété que le nucléaire ne méritait pas l'anathème qu'on lui collait dessus si on faisait une hiérarchie des risques qu'on court dans le monde. D'accord? Donc, vous prenez beaucoup plus de risques en prenant le volant de votre voiture, pour tous ceux d'entre vous qui ont le permis, qu'en vivant à côté d'une centrale nucléaire. Voilà, ça, c'est les statistiques qui le disent. Vous prenez beaucoup plus de risques pour les gens dans cette salle qui fument, même considérablement plus de risques en fumant. Vous prenez beaucoup plus de risques en buvant du coca tous les jours. Enfin, je veux dire, il y a tout un tas de trucs, et en mangeant des Kinder Bueno, truc aussi qui m'a valu quelques colibets. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Donc, c'est une réalité statistique. Voilà, que ça ne plaise pas à M. Julliard, ça c'est un autre problème, mais c'est une réalité statistique. Greenpeace, il faut savoir que leur acte de naissance est un acte de naissance contre le nucléaire militaire. Ce qui est un tout autre débat que le nucléaire civil. Donc, moi, j'ai jamais été très... Enfin, je veux dire, je n'ai jamais dit avoir des bombes nucléaires, c'est une idée géniale. Bon, aujourd'hui qu'on les a, je ne sais pas si s'en passer demain matin est une idée géniale aussi. C'est un débat compliqué, je ne suis pas sûr d'avoir les idées très claires là-dessus. Mais c'est un tout autre débat que les centrales de production d'électricité. Quand Greenpeace a fini par gagner le combat sur les essais atmosphériques et les essais souterrains de bombes nucléaires, ce qui était plutôt un bon combat, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour passer notre temps? Et au lieu de se dire, on va passer notre temps, on va continuer à s'occuper des baleines, de la biodiversité et on va lutter contre le changement climatique, ils ont dit, on va lutter contre le nucléaire civil. Bon, parce qu'ils ont fait la même chose que les physiciens du CEA qui passent de la DAM à la direction des applications civiles. Ils sont passés du nucléaire militaire au nucléaire civil. Et là, du coup, maintenant, ils sont contre le nucléaire civil. Voilà, donc c'est un truc qu'ils répètent depuis des décennies. Bon. Et je renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur les cercles sociaux et les cercles... Une fois que vous avez constitué une association dont l'ADN est de vous battre contre le nucléaire civil, et que vous avez beaucoup plus de gens que les gens qui sont dans cet amphi qui sont membres de la SOS, et vous leur dites, ah ben maintenant les copains, vous allez continuer à nous soutenir, on va être pour. Marche pas bien, quoi. Bon. C'est un peu comme si tout le gens qui est venu ici, vous allez dire, maintenant on va pas faire de débat, on va jouer aux charades. Mais vous allez rester quand même. Bon. Bah non, une partie des gens qui vont partir. C'est exactement pareil. Donc en fait, aujourd'hui, Greenpeace est dans l'inertie, dans la prolongation de son ADN, et ils vont rester comme ça. Voilà. Et j'insiste sur le fait qu'ils me parlent beaucoup plus souvent du nucléaire que moi. Pour finir là-dessus, ce que je peux dire aux ingénieurs que vous êtes, là où Greenpeace a raison, sur un point, quand ils disent aujourd'hui c'est 10% de l'électricité et dans 30 ans ou 40 ans, ça sera toujours pas grand-chose. Alors, moi, je ne sais pas si dans 30 ans ou 40 ans, ça ne sera pas grand-chose parce que je ne sais pas ce que représente le reste. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas construire demain matin 100 centrales par jour. Ça, c'est clair. Par contre, quelque chose qui est absolument certain et que j'ai toujours dit depuis l'origine, c'est le nucléaire, c'est 5 ou 10% de la solution dans la décarbonation. D'accord ? Le nucléaire ne nous évitera pas un effort massif de sobriété. Ça ne nous évitera pas de repenser la part de la population qui habite à la campagne versus celle qui habite à la ville. Ça ne nous dispensera pas de repenser la quantité de kilomètres qu'on peut faire par an et pour aller où. Ça ne nous dispensera pas de repenser le temps travaillé versus le temps libre. Ça ne va pas nous éviter tous ces débats-là et ça ne va pas nous éviter des efforts dans tous ces domaines-là. Voilà. Donc, c'est toujours bon à prendre. Personnellement, je suis pour qu'on en prenne le plus possible, mais même le plus possible, ça ne sera pas l'infini et ça ne sera pas monstrueux, mais ça ne va absolument pas, mais ça allège un peu l'effort.
Et comme ça allège un peu l'effort, ça veut dire que ça allège l'acceptabilité sociale sur les autres efforts qu'on va demander à la population. C'est ça son avantage. Alors, on va poser une dernière question sur le nucléaire, mais plus sur l'état des chantiers actuels en France. Donc, Emmanuel Macron a annoncé en février 2022 la construction de 6 nouveaux réacteurs nucléaires de type EPR2, alors que le précédent chantier d'un réacteur nucléaire de type EPR, situé à Flamanville, n'a toujours pas été achevé, accusant 12 ans de retard et un surcoût de plus de 400%, je crois, du coût initial. Est-ce que vous avez confiance en la bonne réalisation de ces chantiers? Alors nous sommes ici dans le bâtiment Eiffel. Est-ce que vous savez comment se compare le coût à terminaison de la tour Eiffel avec son budget initial? Non, c'est pas plus de 400%, c'est juste un facteur 3. Nous sommes ici chez des centraliens bétonneux descendants de Bouygues. Est-ce que vous savez comment se compare le coût à terminaison d'Eurotunnel, vers le tunnel sous la Manche, versus son budget initial? Là, on a fait x5. Je vous ai parlé tout à l'heure de Total. Total a mis en développement un gisement à Kashagan, dans la Caspienne. Est-ce que vous savez quelle est la différence entre le coût à terminaison et le budget initial? Je suis sûr qu'il y avait plein de centraliens dans le projet. x10. Voilà. Alors, est-ce que avoir fait x5 ou x4 sur le coût d'un prototype est en soi un élément qui conduit à jeter le truc à la poubelle? Ma réponse est non. Et du reste, pour les gens qui ont des cheveux un peu blancs dans cette salle, ils se rappelleront probablement que le coût de déploiement d'un logiciel de gestion dans n'importe quelle entreprise fait en général x5 entre le budget initial et le coût à terminaison, pour le plus grand bonheur des Capgemini et autres. Donc, voilà. Donc des trucs qui sont des first of a kind pour lesquels on se plante dans les grandes. On fait toujours des excès d'optimisme pour les first of a kind parce qu'on a vachement envie d'y aller. Donc on se dit ça va pas coûter cher, vous allez voir, etc. Ça va faire papa-maman. Puis à la fin, ça fait un peu moins papa-maman et ça coûte plus cher. Et c'est la vie, c'est toujours comme ça. Ça s'appelle le commerce. Ce qui est, quand vous demandez aux Chinois qui construisaient des réacteurs à tour de bras de construire un EPR, ça va beaucoup plus vite, ça a été terminé beaucoup plus tôt et ça coûte beaucoup moins cher. Bon. Donc, après, la vraie question, c'est... Alors, je vais subdiviser la question que vous avez posée en plusieurs questions. C'est est-ce que l'EPR en tant que tel, il est condamné à se terminer toujours 12 ans en retard et avec un coût à terminaison qui fait x5? La réponse est non. Est-ce que l'EPR en tant que tel est un réacteur qui est adapté pour renouveler le parc français ou pas? Et ça, on peut avoir les débats qui, à mon avis, aujourd'hui sont vraiment intéressants dans le domaine du nucléaire. C'est pas est-ce qu'on en fait ou pas. Du reste, aujourd'hui, l'essentiel de la population française a adhérer à l'idée qu'il fallait en faire, c'est lequel on fait. Est-ce qu'on fait 30 EPR? Est-ce qu'on dit qu'on en fait 6 et puis ensuite on verra? Voilà. Alors, en faire 6 et puis dire qu'ensuite on verra, à mon avis, c'est s'arrêter au milieu du gué. Parce que aujourd'hui, des réacteurs en France, il y en a plus de 50. Donc, si vous dites que vous en remplacez 6, vous ne dites toujours pas ce que vous avez fait pour les autres. D'accord? Donc, pour moi, un plan, c'est quelque chose sur lequel on dit, pour l'ensemble de ce qu'on a aujourd'hui, voilà comment on gère le remplacement ou pas, du reste, ou la prolongation, ou etc. Et on ne se projette pas à 20 ans. Comme la durée de vie d'un réacteur, c'est 60 ans, on se projette à 2100. D'accord? Donc un plan pertinent sur la production électrique en France aujourd'hui, c'est on se projette à 2100. Alors RTE se projette à 2050. Pour moi, il manque encore 50 ans. Parce qu'il reste à dire ce qu'on fait derrière. La deuxième chose, c'est si on fait des réacteurs nucléaires, est-ce qu'on fait des réacteurs nucléaires avec la technologie actuelle, c'est-à-dire de la fission de l'uranium-235, ou est-ce qu'on fait des réacteurs à neutrons rapides avec le cycle surgénérateur uranium-plutonium ou le cycle surgénérateur thorium-uranium? D'accord? Ça, c'est un deuxième débat. Et à mon avis, il est plus fondamental que de savoir si on reste dans les réacteurs à eau pressurisée à uranium-235 et si on fait des EPR simplifiés, ou si on demande aux Chinois de venir construire chez nous, puisqu'eux, ils savent faire vite et en respectant le budget. Alors, je vais vous donner mon sentiment sur l'EPR, c'est que c'est un réacteur trop compliqué, du reste l'EDF l'a dit aussi, et donc ils veulent faire un réacteur simplifié, l'EPR2. Dans les auditions qu'il y a eu, alors il y a eu à l'Assemblée nationale une commission d'enquête il n'y a pas longtemps sur la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France. Oubliez le titre, qui est gentiment politicard. Regardez les auditions. Il y a 50 personnes qui ont été auditionnées dans ce truc-là, y compris le patron de la prospective de RTE, tous les patrons et anciens patrons d'EDF, un certain nombre d'experts, le patron de la Direction générale de l'énergie et du climat, etc. Bon. Moi, j'ai été au courant parce que j'ai été auditionné. Comme ça, j'ai regardé à peu près tous les autres en épluchant des oignons.
beaucoup d'oignons, parce que c'est 2 heures par audition. Il y a l'ancien haut-commissaire à l'énergie atomique, qui par ailleurs est un copain de promo, Yves Bréchet, assez truculent, qui a été auditionné, etc. Enfin, c'est très intéressant parce qu'on se plonge justement dans les détails du dossier. Et alors, Lévy dit à un moment, le premier modèle d'EPR, il avait, je sais pas quoi, 560 modèles de portes. Voilà. Pas des portes dans l'îlot nucléaire, non, juste des portes, comme celle-là. Là. Voilà. 560 modèles différents. Bon, c'est évident que rien que ça, c'est un motif à prendre du retard par rapport à un réacteur dans lequel vous avez 4 modèles de portes, quoi. Bon, etc. Donc, ils ont dit, maintenant, on va simplifier, on va faire, etc. Et donc, la fois d'après, ça ira plus vite. Ce qui est vrai. Combien plus vite? Je ne sais pas. Ils ont dit, la fois d'après, on fera par paire, ça ira plus vite. C'est effectivement vrai. Ça ira plus vite parce que vous avez, une fois que les engins de levage, ils sont d'un côté, vous les avez pour l'autre côté. Enfin bon, bref, il y a vous avez des tas de gains de productivité quand vous faites les trucs par paire. Vous avez la filière aujourd'hui qui n'était pas organisée parce qu'elle n'avait pas de visibilité en disant qu'on va en construire, on lui donne de la visibilité. Alors là, c'est à moitié vrai. Parce que si vous dites on fait 6 réacteurs, puis après on ne sait pas ce qu'on fait, vous lui donnez un peu de visibilité, mais pas complètement. D'accord. Parce que vous avez même chez les équipementiers des trucs, des installations extrêmement lourdes à mettre en place. Une forge, par exemple, capable de vous forger des couvercles de cuve, pardon, vous ne la construisez pas pour 10 ans, quoi. Bon. Donc vous avez un vrai sujet de visibilité globale pour la filière. Vous avez un sujet de recrutement. Parce que là, ils vont devoir embaucher, je ne sais pas combien, de dizaines de milliers de personnes par an, dont une partie des gens d'ici s'y prennent bien. Parce que si personne d'ici veut aller chez eux, ils vont avoir un petit sujet. Hein, donc, bon. Voilà, donc il y a tous ces sujets-là. Et le vrai sujet pour moi, pour le nucléaire, si on veut qu'il soit durable, c'est qu'est-ce qu'on fait après. Parce qu'en fait, la fission à l'uranium-235, il n'y a pas assez d'uranium sur Terre pour qu'on puisse l'utiliser pour remplacer une fraction significative des centrales à charbon sur Terre. Toujours pour vous donner des ordres de grandeur, la puissance nucléaire installée en France, c'est un peu plus de 60 gigawatts. Le parc de centrales à charbon dans le monde, dernière nouvelle, c'était aux alentours de 2400 gigawatts. D'accord, 2400 gigawatts. Et si vous dites qu'à terme, le nucléaire, vous visez d'en remplacer, je ne sais pas quoi, un tiers ou la moitié, parce que vous voyez, il faut faire plus de 1000 gigawatts de nucléaire dans le monde. Bon. Alors qu'aujourd'hui, on doit être à tout mouillé dans le monde, 400, un truc comme ça. Bon. Donc vous voyez bien qu'on a un... Et pour ça, l'uranium-235 ne suffit pas. Il n'y a pas assez d'uranium dans le monde pour qu'en exploitant juste 0,7%, l'isotope 235, on y arrive. Donc ça veut dire qu'il faut passer à la 4e génération, réacteurs dits à neutrons rapides, qui sont capables de transmuter l'uranium-238 en plutonium-239 fissile et derrière de le cramer, de le fissionner. Et ces réacteurs-là, alors il y avait Astrid. Il y a longtemps, il y a eu Phénix et Super Phénix. Alors Super Phénix a été arrêté pour des raisons politiques. Phénix a fonctionné pendant 30 ans au CEA. Donc on sort les Russes ont un réacteur de ce type-là en fonctionnement commercial. Et les Chinois sont en train d'en construire un. Donc ça fonctionne. D'accord. Et à mon avis, la véritable urgence, elle est de lancer ça. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a une forme de bataille de l'opinion qui a été gagnée sur c'est bien d'en faire, c'est bien de faire de nouveaux réacteurs. Il reste un vrai débat industriel sur combien on est capable d'en faire, à quelle vitesse. Et il reste un vrai débat de long terme qui est, est-ce qu'on fait 50 EPR ou est-ce qu'on en fait juste 10, le temps de boucler les réacteurs actuels qu'on va mettre à la ferraille. Et derrière, on se dépêche de commencer à faire des protos de réacteurs de 4e génération. Parce que les vrais réacteurs avec lesquels on va remplacer le parc actuel, c'est des réacteurs de 4e génération. Aujourd'hui, ce débat-là, il est très peu mené. Et à mon avis, c'est ces débats-là qui sont vraiment intéressants au sein du nucléaire. Est-ce que pour autant, ça veut dire par ailleurs qu'il ne faut pas faire d'éoliennes et de panneaux solaires? Non, je ne dis pas ça. Par contre, c'est très contexte dépendant. C'est beaucoup plus intéressant d'en faire aujourd'hui en Pologne qu'en France, parce qu'il y a beaucoup plus de CO2 à éviter avec ce genre de truc en Pologne qu'en France. Merci beaucoup. Pour préparer cette conférence, mes camarades et moi-même avons visionné une quantité importante de vos interventions publiques. Et il y a quelque chose qui nous marquait souvent, c'est de l'assurance que vous arrivez à mettre dans vos propos. D'où cette question, est-ce qu'il vous arrive de changer d'avis sur la question climatique? Alors, il y a des domaines dans lesquels j'ai un peu changé d'avis. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels je n'ai pas changé d'avis, parce qu'une fois que vous avez un peu compris dans le domaine climatique et énergétique la physique sous-jacente, la physique sous-jacente, elle ne change pas beaucoup. Donc, la loi de Carnot, elle ne va pas beaucoup changer. Le deuxième principe de la thermo ne change pas beaucoup, etc. Bon, bref. Donc, une fois que vous avez... Alors là, j'ai envie de dire, si vous dites une connerie, vous vous en rendez compte assez tôt. D'accord? Si vous ne respectez pas la loi de conservation de l'énergie, il ne se passe pas 3 ans avant que quelqu'un vous saute dessus en vous disant, là, tu as quand même dit une connerie. Bon. Donc, si ça passe les 3 premières fois, en fait, ça passera les 1000 fois suivantes sur ce genre de choses.
j'ai fait une erreur d'interprétation à un moment dans un graphique du GIEC où j'avais mis de l'inertie dans la température de l'atmosphère alors qu'il n'y en a pas. Mais c'est parce que j'avais lu de travers un graphique du GIEC. En fait, j'avais appliqué les conclusions. J'étais resté sur un graphique du rapport de 2014 en y appliquant des émissions cumulées qui allaient jusqu'en 2020. Voilà. Bon, donc là, j'ai fait une connerie. Je l'ai dit. Cela étant, ce que je voulais souligner, c'était l'inertie considérable dans le système climatique globalement. Alors effectivement, il n'y en a pas sur la température de l'atmosphère, mais enfin, alors je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, j'ai envie de dire, il y en a partout ailleurs. Il y en a sur le niveau de l'océan, il y en a sur la température de l'océan, il y en a sur le comportement de la cryosphère, il y en a sur l'adaptation des écosystèmes à des conditions stabilisées. Voilà, donc tout ça, malheureusement, il y a de l'inertie. Et vous voyez, par exemple, rien qu'à climat stabilisé, le débit des rivières en 2100, bah, il sera inférieur à celui qu'on a aujourd'hui parce que la masse glaciaire dans les Alpes aura disparu, quasiment disparu, et donc le débit d'étiage l'été sera beaucoup plus bas. Voilà, même à climat, à température devenue constante. D'accord, donc il y a des effets d'inertie de toute façon dans le climat. Alors je l'avais juste illustré avec le mauvais exemple. Voilà. Bon. Donc là, j'ai changé d'avis. Oui, j'ai fait une erreur. Il y a un domaine dans lequel j'ai changé d'avis, dans la politique publique. En 2006, j'ai sorti avec un de mes associés actuels qui s'appelle Alain Grandjean, un livre qui s'appelle Le plein s'il vous plaît, qui était une déclaration d'amour à la taxe carbone, et j'en suis revenu. Alors, j'en suis pas revenu au sens où je dis aujourd'hui la taxe carbone est une connerie, mais j'en suis revenu au sens où je pense que ça ne peut pas être l'instrument principal d'une politique publique. Je pense que ça peut être un élément accessoire utile pour deux choses. C'est pour éviter l'effet rebond, d'une part, et d'autre part, dans le secteur industriel, pour obtenir des baisses d'émissions sur des secteurs bien précis. Par exemple, les Anglais ont fait baisser très vite le charbon dans leur production électrique en taxant le CO2 de la production électrique. Donc, ils ont dit aux électriciens, tu vas payer la tonne de CO2 50 euros. Et à ce moment, les électriciens embauchent une armée de centraliens parlant anglais, parce qu'on est en Bretagne, leur font sortir leur meilleur tableur Excel, leur font faire 1 milliard de calculs et se rendent compte que à 52,3 euros la tonne de CO2, sur telle centrale, c'est intéressant de passer du charbon au gaz. Voilà, donc ils ont très très vite fait baisser le CO2 dans la production électrique avec un instrument de type taxe carbone. Ça ne marche pas avec les particuliers. Alors pourquoi ça ne marche pas avec les particuliers? Parce que ce n'est pas un instrument rapide, parce que le particulier, il ne sait pas où est la solution de façon évidente quand on lui dit tu vas payer ton essence plus cher, ton gaz plus cher, ton fuel plus cher. Je fais quoi? Lui, il n'embauche pas une armée de centraliens pour lui prodiguer des conseils. Il se retrouve avec son problème et il ne sait pas quoi faire. Et si ce n'est pas l'État qui lui donne les alternatives, à ce moment, il se révolte en disant je ne veux pas. Ce qui veut dire que la taxe carbone, si vous l'appliquez à la consommation des particuliers, vous ne pouvez la faire monter que très lentement parce que le seuil de douleur arrive assez vite. Donc, quand on commence à être dans une vraie course contre la montre, c'est un instrument trop lent. Ça marche bien si on a 50 ou 100 ans devant nous. À ce moment, ça marche bien. Et puis, il y a un autre inconvénient dont on est en train de se rendre compte en ce moment, c'est que la taxe carbone, quand vous montez lentement son taux, du coup, l'usage diminue pas rapidement. Vous vous retrouvez avec une assiette très large et un taux pas très élevé, et ça vous fait un impôt de rente. Et une fois que l'État a un impôt de rente, il n'a aucune envie de s'en débarrasser. Donc la taxe est une drogue dure pour le budget de l'État, ce qui est normal, c'est ça qui fait tourner. Et donc là, aujourd'hui, par exemple, si demain matin l'État devait se passer de la taxe sur les carburants, la TICPE, bah, il faudrait qu'il trouve 40 milliards supplémentaires. Je ne sais pas où il va les trouver. Il augmentera nos impôts, probablement. Je sais pas. Bon, voilà. Il augmentera le déficit, tant que ça passe. Je ne sais pas. Je sais pas ce qu'il fait. Donc il y a un vrai sujet. Taxe sur les voitures électriques. Voilà. Non, mais voilà. Donc, il y a cet inconvénient-là. Et en fait, donc, la taxe carbone, ça n'est efficace que si le produit de la taxe est affecté à des actions de décarbonation, de telle sorte qu'au moment où l'assiette de la taxe disparaît, on n'a plus non plus besoin du produit de la taxe. D'accord? Donc, d'accord? Comme ça, c'est utile. Un impôt dissuasif ne peut pas être un impôt de rente. C'est juste pas possible puisque c'est un impôt qui vise par construction à faire disparaître son assiette. Ça ne peut pas être un impôt de rente. Voilà, donc sur la taxe carbone, j'ai beaucoup changé d'avis. J'ai changé d'avis à tel point que au Shift Project, le document maître, j'ai envie de dire, qu'on a sorti ces derniers temps, qui est le plan de transformation de l'économie française, ne parle pas de taxes, ne parle pas de fiscalité, ne parle que de réglementation. Donc là, on peut dire que j'ai significativement changé d'avis. La raison pour laquelle j'ai été un militant de la taxe à une époque, c'est que j'ai
un peu trop écouter les économistes, qu'il faut savoir écouter de temps en temps et un peu moins à d'autres moments. Et alors la raison pour laquelle, je vais être un peu taquin, hein, mais la raison pour laquelle je pense que les économistes aiment tant la taxe et n'aiment pas beaucoup la réglementation, c'est que les modèles qu'ils ont à leur disposition pour faire joujou savent manger une taxe et ils ne savent pas manger une réglementation. D'accord? Le modèle ne sait pas vous donner la conséquence macroéconomique d'une interdiction des chaudières à fioul. Alors ils vont vous dire, si, si, on met un prix infini sur ce truc-là. Mais en fait, non, ça ne marche pas bien. Alors qu'il sait très bien manger une élasticité prix-volume sur le prix du CO2. Et voilà, donc c'est pour ça qu'ils aiment, et vous connaissez probablement ce proverbe qui est: quand vous n'avez qu'un marteau, tout problème ressemble à un clou. Donc à partir du moment où vous n'avez un modèle qui ne sait manger qu'une élasticité prix-volume, bah, vous n'êtes capable de disserter que sur des signaux prix. D'accord? Voilà, donc voilà la raison pour laquelle j'ai été très favorable à la taxe et je le suis beaucoup moins. Donc voilà en gros le domaine principal dans lequel j'ai changé d'avis. Il y a plein d'autres domaines dans lesquels j'ai pas changé d'avis. Je vais juste répondre, j'ai pas répondu à la question du moratoire. Le moratoire, c'était un mot que j'ai utilisé dans un commentaire en réponse à quelqu'un qui me commentait un post LinkedIn. D'accord? C'est là que j'ai utilisé le mot. Euh, où j'ai dit, et le type était un grand partisan des énergies renouvelables, et je lui ai dit, oui, effectivement, je serais favorable à un moratoire. Alors, ça voulait dire, dans mon esprit, je serais favorable à ce qu'on prenne un peu de recul et qu'avant de foncer comme des bêtes, on se pose la question de savoir là où on va. Et si on arrête tous les projets pendant 6 mois pour se poser sérieusement la question, je pense que ça vaut le coup. Voilà. C'était ça le sens de ma remarque. Ça ne veut pas dire que je suis favorable à une suspension pour durée indéterminée de tout projet dans ce domaine. Ce n'était pas ça le sens de ma remarque. Voilà. Alors, on a parlé d'énergie, on va parler un peu d'efficacité, de technologie. Donc, Pierre vous a attribué plusieurs phrases célèbres. Il y en a une autre que vous avez prononcée, c'est en novembre 2022. Vous avez déclaré que si l'on répartissait équitablement entre tous les humains le trafic aérien compatible avec un monde décarboné, euh, chacun aurait le droit à environ 4 vols par vie. Aujourd'hui, on entend de plus en plus ces experts du domaine des transports parler de, je mélange un peu tout, mais SAF, hybride, électrique, hydrogène. Est-ce que l'innovation pourra nous permettre de ne pas trop diminuer l'utilisation de l'avion et de la voiture? Vous avez un rapport qui a été fait conjointement il y a maintenant 2 ans, je pense, par le Shift Project et, alors je suis désolé, je ne sais pas si vous allez les trouver respectables, mais des ingénieurs de Supaéro, euh, qui se sont réunis dans une association qui s'appelle Aérodécarbo. Alors à l'époque, ça s'appelait Supaérodécarbo. Et puis comme ils ont accueilli maintenant des anciens d'autres écoles aéronautiques, ça s'appelle Aérodécarbo. Et le titre de ce rapport, c'est Voler en 2050. Donc vous allez sur le site du Shift Project, vous regardez le rapport Voler en 2050. Et il répond en une centaine de pages à la question que vous venez de me poser. Alors, je vais quand même, non, je ne vais pas vous laisser comme ça. Je ne vais pas vous laisser en l'air, c'est le cas de le dire. Quand même vous donner un bout de réponse. Alors, le bout de réponse, c'est: on ne sait pas conserver le trafic actuel. Alors, par actuel, j'entends pré-Covid. Dans un monde où les émissions baissent de 5% par an, ce qui est ce qu'il faut faire pour respecter la limite des 2 degrés. Voilà, on ne sait pas. On ne sait pas, même en étant monstrueusement optimiste sur les carburants de synthèse, l'hydrogène, les sustainable aviation fuel et autres. Et on ne le sait pas pourquoi, parce que quand vous regardez les volumes d'électricité ou les volumes de biomasse qu'il faudrait consacrer au carburant en question, vous vous rendez compte que ça engendre un effet d'éviction qui ne serait pas gérable sur les autres usages dont on peut considérer qu'ils ne sont pas complètement anecdotiques, comme par exemple manger, disposer de bois, éventuellement disposer de lin, de chanvre ou de laine, etc. Parce qu'une fois qu'on n'a plus de pétrole, on n'a plus de plastique, hein, on n'a plus de fibres synthétiques, vous oubliez les badinons, c'est quand même un drame. Vous oubliez tout ce qui est poly-machin chouette, hein, donc polyamide, polyester, etc. Vous oubliez les Tupperware, vous oubliez, enfin bon bref, vous oubliez un certain nombre de choses. Hein, une fois alors on fera un peu de plastique avec de la biomasse, mais pas énorme. Et donc, on va se retrouver dans un monde dans lequel il va y avoir des concurrences d'usage, chose qu'on avait oubliée avec les combustibles fossiles, sur des ressources essentielles. Alors, la ressource essentielle sur laquelle on va avoir une concurrence d'usage, c'est le sol et la photosynthèse. D'accord ? Donc, on ne va pas pouvoir faire à la fois des cultures alimentaires, au surplus moins productives si on n'a pas de combustible fossile, du matériau de construction, le bois, ou du matériau pour objet, le bois, du matériau pour habillement, le lin, du matériau pour toujours construction, du chanvre, du matériau pour énergie, du bois, foutre la paix à la nature, préserver la biodiversité, etc. Ça passe pas.
C'est-à-dire quand vous faites des calculs d'ordre de grandeur et des calculs de bouclage, vous vous rendez compte que ça ne passe pas. Alors je vais vous donner un exemple, je vais vous donner 2 exemples juste pour que vous compreniez pour la France. En France aujourd'hui, on a un peu plus de 3 millions de tonnes de pétrole qui sont utilisées chaque année pour les avions qui décollent d'un aéroport français. D'accord? 3 millions de tonnes, un peu plus de 3 millions. Si on voulait faire, si on voulait faire voler les avions à l'hydrogène, à la place, donc 3 millions de tonnes, ça fait 30 TWh, en gros, hein, enfin un peu plus, 35 TWh. Si vous voulez faire ça, avoir le même contenu énergétique avec de l'hydrogène, il vous faut 70 TWh d'électricité, d'accord? Plus les à côté, pour et cetera, donc en gros, il vous en faut pas, il faut le liquéfier, en fait, vous avez des pertes énormes quand vous le liquéfiez, enfin bon bref, il vous en faut plutôt 100. C'est-à-dire qu'il vous faut un quart de la production électrique actuelle, rien que pour faire voler des avions à l'hydrogène. Parce qu'on a très envie de consacrer un quart de la production électrique à ça, plutôt que de transformer les chaudières à gaz en pompes à chaleur, d'avoir des vélos électriques et des petites voitures électriques, et cetera. Pas complètement sûr. Et d'avoir quelques fonderies d'aluminium, puisqu'on veut réindustrialiser la France. Si on fait des carburants à base de biomasse, il y a 2 projets en ce moment en France. J'ai fait 2 fois j'ai fait des calculs d'ordre de grandeur sur la base des ACV des projets que j'ai obtenus. Donc, Innovera qui est en PACA et un projet qui s'appelle Biojet, qui est, aux Pays Basques, je crois. Et à chaque fois, le résultat est le même. Il faudrait consacrer plus que la récolte de bois commercial en France à ce genre de projet pour faire voler les avions français. D'accord? Donc vous n'avez plus un meuble, plus une charpente, plus un parquet, plus rien, plus de pâte à papier, plus rien du tout, juste ça sert à faire voler des avions. Et ça, c'est sans compter l'électricité dont on a besoin par ailleurs, juste sur la partie biomasse. Donc ces trucs-là ne seront pas à l'échelle, voilà. Donc, et vous savez, avant le pétrole, l'aviation commerciale, ça n'existait pas. Une anecdote que je sors souvent, c'est que mon père, fatalement beaucoup plus vieux que moi, quand il était postdoc dans les années 50, il est allé aux États-Unis, il est allé en bateau. D'accord? Il n'a pas rencontré ma mère sur le bateau. Il n'est pas mort percutant un iceberg, puisque je suis là. Mais il est allé en bateau. Et il était postdoc, futur prof de fac. Donc, il faisait déjà partie des CSP+. Bon, ça n'existait pas l'avion commercial à cette époque. Il y avait les ministres et Marcel Cerdan, et enfin, voilà, les ministres et les boxeurs et les stars qui prenaient l'avion. Les autres ne prenaient pas l'avion. Donc, l'aviation commerciale pour tous dans un monde sans pétrole, ça sera fini. Voilà, ça n'existera plus. L'aviation commerciale pour certains dans un monde sans pétrole, oui, mais ça n'aura rien à voir avec les volumes actuels. Hein. Et en plus, il faut bien voir que la biomasse qui est nécessaire, on y réfléchit avec les rendements actuels dans un monde au climat pas trop perturbé. Juste, je vous donne, puisque je suis là pour vous donner des mauvaises nouvelles, j'espère qu'on a prévu beaucoup d'alcool au pot après, non pas. Eh bien, la capacité d'absorption en CO2 de la forêt française a été divisée par 2 sur les 10 dernières années. Ça, c'est merci le début du changement climatique. Et on est juste à 1,2 degré en moyenne planétaire. Hein. Juste à ça. Donc, compter sur la croissance de la biomasse demain, alors même que dès aujourd'hui, ça commence à décroître, etc., bah, je pense qu'on est... Alors, pourquoi est-ce qu'on voit apparaître ce genre de plan? C'est toujours pareil. Vous êtes constructeur d'avions. Vous ne vous dites pas demain matin, je vais expliquer aux gens qu'on va construire des trains ou qu'on va faire des tunnels. Ou des centrales nucléaires, parce que vous avez beaucoup de compétences communes bah oui, c'est de l'aérodynamique, de la thermodynamique, de la mécanique des fluides, enfin beaucoup de trucs qui sont de la résistance des matériaux, enfin vous avez énormément de compétences communes. Du reste, il y a je sais plus si Framatome, je crois, je sais plus qui, enfin m'expliquait qu'en ce moment, il croulait sous les candidatures d'ingénieurs de Safran, donc j'ai bien la preuve que bon. Eh bien, qu'est-ce que je veux dire? Vous fabriquez des avions. Vous avez des clients qui vous achètent des avions, etc. C'est compliqué dans une boîte comme ça de dire demain matin, bon, c'est bon, on arrête tout, on va faire des chaudières nucléaires. Bon. Vous voulez continuer à faire voler des avions. Puis en plus, il y a un truc qui est magique dans le fait de voler, c'est quand même le rêve d'Icare, etc. Enfin, bon, ouais. Donc, vous cherchez par tous les moyens à expliquer que ça va continuer à être possible. Et ce n'est pas du tout le seul secteur économique qui fait ça. Tout le monde fait ça. Les constructeurs de bâtiments disent qu'ils vont tout construire en bois et qu'il n'y aura plus de problème. Enfin, tout le monde fait ça. Tous. Tout le monde. Ça demande une forme de courbe du deuil d'accepter de ne pas le faire. Voilà. Donc le secteur aérien, il est au début de la courbe du deuil. Ça ne va pas se passer. Alors, ce qui est ennuyeux, c'est que ça ne se passera pas, mais que ce qui peut arriver quand même, c'est qu'avant qu'on constate que ça ne se passera pas, on y divertisse des milliards et des ingénieurs et des moyens
qu'on aurait pu consacrer à autre chose. Donc en fait, le vrai danger de ce genre de truc, c'est l'effet d'éviction qui dépossède des plans qui pourraient se réaliser au profit de plans qui ne se réaliseront pas. Voilà, c'est ça le vrai problème de ce genre de je sais pas si je dois dire de fantasme, mais pas loin. Très bien. L'innovation a ses limites et la sobriété. L'innovation, non. Là, on vient de parler du trafic aérien. Mais je veux dire, l'innovation L'innovation n'a pas de limite. l'innovation n'a peut-être pas de limite, Il mais faut l'appliquer là où elle peut s'appliquer. Mais je m'incline, je m'incline. Ce que je voulais dire, c'est que la sobriété est forcément absolument nécessaire. Nous étudierons maintenant les transformations sociétales dans un monde désormais en contraction. Donc, si on a bien compris, la raréfaction des énergies fossiles entraînera, quoi qu'il arrive, une décroissance. La question, c'est plus de savoir si on veut attendre de la subir de plein fouet ou alors anticiper et décroître de façon progressive. Alors, comment rendre souhaitable la décroissance aux yeux des Français? alors, on va commencer par mettre un complément de nom derrière la décroissance. Je ne pense pas que dans cette école, vous avez fait beaucoup de macroéconomie. Un petit peu. Vous connaissez la définition du PIB? Bon, c'est compliqué, hein, je peux vous dire. Moi, j'en avais marre de rien comprendre. Donc, un jour, je me suis acheté un bouquin d'un homme qui s'appelle Pierre Rioux sur la comptabilité nationale. Ça faisait 250 pages. Je les ai lus 3 par 3, je pense, parce que j'avais quand même un peu de mal. Bon, maintenant, je crois que j'ai à peu près compris, mais c'est compliqué. Alors, quand on parle de la décroissance du PIB, en fait, on parle de quelque chose qui est en fait une valorisation conventionnelle. D'accord. Donc, en fait, la vraie décroissance, celle qu'il va vraiment falloir gérer, à la limite, c'est pas celle du PIB, on s'en fiche un peu, qui croisse ou qui décroisse, ça va être la décroissance physique. C'est-à-dire que le monde de l'énergie abondante nous a donné de la croissance physique, plus de mètres carrés habitables par personne, une vitesse de déplacement par personne plus élevée, une quantité de viande consommée par personne plus importante, une quantité de nourriture plus importante, une quantité de mètres cubes d'eau disponibles au domicile plus importante. Donc, tout ça, c'est des éléments physiques. Ça se mesure en mètres carrés, ça se mesure en litres, ça se mesure en tonnes. À partir du moment où on parle de flux physique, ce n'est pas dans cette école que je vais vous apprendre ça, on parle d'énergie. Donc, dire que l'énergie que nous mettons en route, que nous ordonnons, que nous maîtrisons, je ne sais pas comment il faut dire, que nous domestiquons, va baisser, c'est dire que tout ce qui est physique à notre disposition, modulo les gains d'efficacité, va baisser. C'est ça que ça veut dire. Ou exactement que la création de nouveautés physiques va baisser. Et en fait, c'est ça le vrai problème. Et que je valorise conventionnellement un mètre carré de bâtiment demain 4 fois plus cher parce que c'est un bâtiment qui est mieux isolé ou que je le valorise au même prix qu'aujourd'hui, à la limite, on s'en fout un peu. Alors moi, j'ai souvent coutume de dire le PIB a toutes les chances de baisser parce que je pense que l'opération qui consiste à valoriser très différemment à l'avenir ce qu'on valorise aujourd'hui d'une certaine manière, je ne suis pas sûr que ça va arriver très vite. D'accord ? Mais en fait, théoriquement, il n'y a rien qui s'oppose à un découplage absolu infini. Il suffit d'avoir des valorisations conventionnelles année après année qui croissent alors que le sous-jacent physique décroît. Sauf que le vrai sujet, c'est le sous-jacent physique. Je reprends l'exemple de la personne qui fait le ménage dans cet amphi à 6 heures du matin, qui aujourd'hui n'habite probablement pas sur le plateau de Saclay, parce qu'au moment où on a construit les bâtiments du plateau de Saclay, on a construit beaucoup plus de locaux d'activité que de logements. Quand on a construit l'école centrale, on a construit peut-être de quoi loger les centraliens, mais je ne pense pas qu'on ait construit de quoi loger les cuisiniers, les personnes qui font le ménage, etc. Donc ces gens-là viennent comme ils peuvent, depuis 5 bornes, 10 bornes, 15 bornes, 20 bornes, là où ils ont trouvé à se loger. Si la personne qui fait le ménage a une vieille bagnole pourrie, achetée 4 000 balles ou 3 000 balles ou 2 000 balles, avec laquelle elle fait 20 km tous les matins, bon. Cette personne-là, sa décroissance physique à elle, c'est qu'elle ne pourra plus mobiliser une tonne d'acier le matin pour faire 20 bornes, ou qu'elle pourra toujours la mobiliser pour faire 10 bornes. Et ça, c'est le problème. D'accord ? C'est ça qu'il va falloir gérer. Qu'on valorise conventionnellement son kilomètre 2 fois plus cher, 2 fois moins cher, etc., à la limite, on s'en fout. Ça reste une valorisation conventionnelle. Donc, encore une fois, moi, par facilité, par raccourci, je dis souvent le PIB va baisser, parce qu'encore une fois, valorisation constante, c'est ça qui se passe. Et c'est ça qu'on constate qui se passe. Mais on pourrait conventionnellement décider que mais ça ne résoudrait pas notre problème. Notre vrai problème, c'est physiquement, je fais quoi ? Donc, je vais mettre de la force de frottement dans l'accès à la mobilité, je fais quoi ? Je vais mettre de la force de frottement dans l'accès au mètre carré de logement, je fais quoi ? Je vais mettre des forces de frottement dans l'accès à la nourriture, je fais quoi ?
D'accord? C'est ça, je vais mettre des forces de frottement dans la facilité à déplacer les marchandises. Comment je nourris l'Île-de-France qui est infoutu de se nourrir avec l'agriculture francilienne? Hein. J'ai fait partie des gens qui étaient totalement opposés à l'urbanisation du plateau de Saclay. Donc, vous allez peut-être me dire merci d'avoir essayé de nous empêcher de déménager de Châtenay-Malabry. Enfin, pour ceux qui étaient déjà ici au titre de Supélec, ça n'a rien changé. C'est parce que je pense qu'aujourd'hui, l'Île-de-France n'a pas besoin de grossir, elle a déjà besoin de maigrir. C'est-à-dire, si on pense comme Colbert à un siècle, c'est évident que l'Île-de-France a besoin de maigrir. Parce qu'on ne sait pas nourrir 10 millions de franciliens dans un monde sans camions. On ne sait pas. On ne sait pas. D'accord? Et aujourd'hui, la décarbonation du fret, on en est beaucoup plus loin que la décarbonation de la mobilité des individus. Tout simplement parce que les individus ont des jambes, les marchandises, non. Par ailleurs, l'optimisation de l'utilisation du pétrole dans les camions a été beaucoup plus poussée que dans les transports de personnes. Optimiser 80 kg de bonhomme qui se déplace dans 1,5 tonne d'acier, c'est facile. Je vous donne le cahier des charges et vous dites qu'il n'y a qu'à déplacer les 80 kg de bonhomme sur 15 kg de vélo électrique. Jusqu'à 15 bornes, ça fera le job. Et après, il ira jusqu'à une station de bus ou une station de métro ou une station de train. Tout ça fera le job. Ou il partagera la bagnole avec le voisin. Et du coup, j'ai plus que 750 kg d'acier par personne qui... Enfin, vous allez me trouver plein de solutions qui passent physiquement la rampe. Les marchandises, c'est plus compliqué. Beaucoup plus compliqué. Donc, on ne fera pas vivre une agglomération parisienne à 10 millions de personnes dans un monde sans pétrole. Ça ne marchera pas. Voilà, donc il faut déjà la faire maigrir des ingrédients. Ça, c'est un problème physique. Ce n'est pas un problème de PIB. Et donc, les problèmes auxquels vous allez être confrontés, auxquels moi, j'essaye de faire en sorte que Carbone 4 soit confronté, auxquels j'essaye de faire en sorte que le Shift Project soit confronté, et ceux auxquels, je dis toujours à mes élèves des mines, vous allez vivre dans un monde dans lequel vous allez, pas de chance pour vous ou de la chance pour vous, ça dépend si vous le prenez comme un défi ou comme une mauvaise nouvelle, vous allez être confronté à des problèmes d'optimisation extrêmement difficiles parce que déjà la société s'imagine qu'on va continuer à évoluer indéfiniment dans l'autre sens. Et ensuite, enfin encore que les gens ne sont pas complètement cons, je pense qu'il y a quand même un certain nombre qui ont commencé à comprendre que ça allait être compliqué. Et le vrai sujet, c'est comment je modifie les systèmes physiques. Encore une fois, c'est ça qui va être un vrai problème. Aujourd'hui, vous rentrez dans une entreprise dont la supply chain démarre à Taïwan. En fait, elle ne démarre pas à Taïwan, elle démarre à Taïwan. Taïwan s'étant elle-même fourni auprès d'un fournisseur qui était, je ne sais pas quoi, qui s'est fourni auprès d'une mine de métal qui était au Chili. Enfin bon, bref. Ce truc-là fait appel à des produits qui ont traversé la moitié de la planète avant de se retrouver sur cette table. Ça vient d'un four à verre. Le four à verre utilise du gaz. Le gaz, il ne vient pas de France. Il vient au mieux de la mer du Nord, éventuellement du Qatar, éventuellement de... Voilà. Le sable, il est pas... voilà, carbonate de calcium, je ne sais pas. Et l'acier du four à verre, je ne sais pas d'où il vient, d'une mine de fer brésilienne. D'accord. Donc rien que ça, c'est un produit de la mondialisation. Tout est un produit de la mondialisation dans cette salle, absolument tout. Vos fringues, ce que vous mangez le matin, tout. Enfin, vous ne mangez pas dans cette salle, mais tout. Bon. Cet écran, compteur qui défile en face de moi, tout, absolument tout. Bon. Dans un monde dans lequel on va appliquer des forces de frottement massives sur le transport des marchandises, que ça aille des minerais jusqu'à votre smartphone, la question, c'est comment est-ce qu'on réoriente les systèmes physiques. À l'époque où l'économie française n'était pas très mondialisée, il y a 2 siècles, on faisait tourner toute l'économie avec 9 métaux. 9 métaux. Aujourd'hui, il n'y a pas un élément du tableau périodique qui n'est pas une application industrielle. Et ces éléments ne sont pas disponibles partout de façon abondante. Alors le fer, si, c'est disponible à peu près partout. L'aluminium, il y en a quand même beaucoup, disponible partout. Mais le chrome, beaucoup moins, etc. Comment on fait pour relocaliser l'économie alors qu'on a besoin aujourd'hui des 92 éléments du tableau de Mendeleïev pour faire tourner l'économie? Bon. Donc on va avoir plein de problèmes physiques de cette nature. Et encore une fois, alors là où le PIB, ça va jouer un rôle, c'est que la contraction physique, encore une fois, à iso-convention économique, contracte le PIB. Et ça pose un problème obligatoire pour que l'État puisse continuer à avoir les mêmes moyens qu'aujourd'hui. En fait, ce que dit la décrue du PIB, c'est qu'il va nous rester moins d'argent pour consommer. Et ce que dit la contraction physique aussi, c'est qu'il va nous rester moins de moyens pour consommer et qu'on va devoir consacrer plus de moyens, une fraction plus importante de notre temps de travail, une fraction plus importante des moyens matériels à la collectivité, c'est-à-dire aux infrastructures et aux choses qu'on a en commun. Voilà, et ça, c'est pareil. C'est des problèmes sociaux à gérer. Aujourd'hui, tout le monde est habitué à avoir, vous allez plus à la laundrette, là, comme dans le film, pour laver vos caleçons. Vous avez une machine à laver chez vous. Bon.
retourner au système où les gens n'ont pas une machine à laver chez eux, et où il y a une machine à laver en pied d'immeuble, voire tout ça, c'est des problèmes pratiques, j'ai envie de dire. Et en fait, la décrue physique, pour ne pas l'appeler décroissance, ou la contraction physique, va poser 1 milliard de problèmes de cette nature. Et justement, est-ce que nos régimes politiques actuels sont suffisamment résilients pour résister à cette décroissance assez brutale quand même des flux physiques? Alors, c'est une bonne question. La version pessimiste, c'est j'y crois pas, et la version optimiste, c'est il va falloir le faire, il va falloir les rendre résilients. Barbara Pompili, là, qui disait tout à l'heure, c'est à vous de faire les partis politiques. Non, non, n'allez pas dans des partis politiques à 20 ans, vous allez être terriblement déçus. Allez-y éventuellement à 40 ans, une fois que vous avez appris, une fois que vous avez une expertise qui est utile à la collectivité. Là, oui. Y aller à 20 ans, c'est juste une lutte pour le pouvoir, alors que vous savez encore pas grand-chose, je suis désolé de vous le dire. Et donc, c'est pas comme ça que vous serez très utile. Quand elle dit ça, c'est juste parce que il faudrait qu'elle travaille pour avoir des idées. Pas à vous de le faire à sa place. Non, non, mais j'insiste, hein. Les partis politiques, c'est terriblement pauvre en matière de création intellectuelle. Il n'y a pas de laboratoire de recherche intégré dans les partis politiques. Il ne faut pas croire ça une seconde. Pas du tout comme ça que ça marche. S'il y a des personnes dans la salle qui en ont fréquenté, pourront vous le dire, c'est pas du tout comme ça que ça marche. C'est des éponges, en fait, les partis politiques. Ça aspire les idées qui ont été forgées à l'extérieur. Comme ça que ça marche. Du coup, j'ai perdu le fil de la question, qui était la résilience des systèmes de gouvernement. Alors, Tocqueville, qui est un auteur pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, expliquait que la démocratie, c'était un système qui serait court-termiste et où les gens seraient très individualistes. Alors, en fait, je pense maintenant que la racine du problème, ce n'est pas la démocratie, c'est l'abondance énergétique qui a fait la démocratie. Parce qu'en fait, pour donner à chacun un grand univers de choix, ce qui est le propre d'une démocratie, il faut que cette liberté puisse matériellement exister, s'exercer. C'est exactement ce que je disais juste avant. Dans un monde dans lequel cette liberté ne peut pas matériellement s'exercer, en fait, la démocratie, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Enfin, en tout cas, je pense qu'il y a un vrai risque qu'elle n'existe pas. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un régime politique résilient? C'est un régime politique dans lequel la population elle-même a conscience de ce qui se passe, est prête à accepter un certain nombre de contraintes en échange de la préservation d'un certain nombre d'autres libertés. Donc, laissez-moi la liberté d'aller et venir où je veux en train et en vélo et en voiture partagée, et j'accepte de ne plus avoir de voiture individuelle. Parce que la contrepartie, évidemment, si je continue à vouloir ma voiture individuelle et que le monde s'effondre, c'est qu'on se mette à avoir des régimes totalitaires, et là, j'ai plus du tout la liberté d'aller et venir, quel que soit le moyen que j'ai en ma possession, où je veux. D'accord ? Donc, il faut que le degré de maturité de la population arrive jusqu'au moment où la population sera elle-même demandeuse de compromis considérés comme acceptables. Je vais vous en donner un que je donne souvent. Personne dans cet amphi ne va allumer de cigarette. Je regarde, que j'ai pas dit une connerie. Non, j'ai pas dit de connerie pour le moment. C'est un compromis qui a été accepté, y compris par une large partie des fumeurs, il y a maintenant quelque temps, parce qu'on considérait que c'était quelque chose de collectivement bénéfique. Eh bien, sur le climat, il faut arriver exactement. Alors, il ne faut pas s'interdire de fumer dans les lieux publics, il faut s'interdire d'émettre dans les lieux publics, enfin, quelque chose qui ressemble à ça, en ayant bien compris ce qu'on allait payer comme prix, physique, en échange de ce qu'on allait collectivement gagner comme bénéfice. Alors, aujourd'hui, on n'y est pas. Et ce jour-là, parce que la démocratie est un système remontant, à ce moment, on aura un gouvernement résilient. Tant qu'on n'y est pas, on n'aura pas un gouvernement résilient, parce que ce qui fait la résilience d'un gouvernement en démocratie, c'est la résilience de la population elle-même. C'est ça le début de l'histoire. Encore une fois, la démocratie est un système remontant. Quelque chose que je dis souvent aussi, à peine en blaguant, c'est les élus sont des exécuteurs testamentaires. D'accord ? C'est une erreur qu'on fait souvent quand on ne connaît pas bien le monde politique, c'est de penser que le monde politique, ça fonctionne comme dans une entreprise ou comme dans cette école. D'accord ? Dans cette école, le directeur des études vous dit « venez en cours, si vous ne venez pas en cours, je vous vire ». Bon, il y a un moyen de rétorsion, et il a vraiment les moyens de sa politique, c'est-à-dire qu'il peut vraiment vous virer. Bon. Mais un élu, Macron, il ne vous dit pas si vous n'êtes pas gentil avec moi, vous arrêtez de pouvoir voter, ou qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Bon.
Donc en fait, c'est l'exact inverse. Lui, sa seule terreur, alors maintenant, c'est plus sa terreur parce qu'il a déjà fait 2 mandats, mais c'est de ne pas être élu, c'est de ne pas plaire au peuple, etc. Donc en fait, il va faire l'exact inverse. Il va dire: «Dites-moi ce qui vous plaît». Ségolène Royal, au moment de sa campagne présidentielle, avait dit: «Donnez-moi des bonnes idées, puis je vais choisir». Voilà, et en fait, ce qu'elle vous a dit Pompili tout à l'heure en creux, c'est exactement pareil. C'est: «Donnez-moi des bonnes idées». Donc en fait, je gouvernerai selon votre bon plaisir. C'est ça la démocratie. Donc si vous voulez que le bon plaisir nous emmène dans la bonne direction au niveau des contraintes physiques, il faut que le peuple lui-même, son bon plaisir, ça soit d'aller dans la bonne direction. Donc c'est pour ça que le Shift Project n'a pas comme cible première le monde politique. C'est pas lui qui nous intéresse comme cible première. Ce qui nous intéresse comme cible première, c'est la société civile. C'est les décideurs économiques, les décideurs académiques, enfin, ou le monde académique, la haute fonction publique, qui, contrairement à ce que raconte Xavier Niel, ne s'occupe pas que de mauvaises nouvelles ou ne s'occupe pas que de faire en sorte que le monde ne soit pas sympathique, même si remplir une déclaration d'impôt, c'est pas drôle, et le monde des médias. Donc en gros, c'est les gens qui structurent les forces vives de la société qui nous intéressent, et c'est à ces gens-là qu'on s'adresse, et c'est avec ces gens-là qu'on travaille. Le monde politique, il faut y avoir affaire quand c'est lui qui vient vous tirer par la manche. Tant qu'on n'en est pas là, c'est pas trop la peine d'aller le voir. Voilà. C'est très sympa d'être pris en photo dans la cour de l'Élysée, mais tant que vous n'avez pas de pouvoir de nuisance, ça ne sert à rien. Ah, très bien. Vous avez mentionné la mondialisation. Donc, depuis la révolution industrielle, l'Europe a connu un essor extraordinaire grâce aux festins fossiles. Ce n'est pas le cas de toutes les régions du monde. Et certains pays, souvent parmi les plus touchés par le dérèglement climatique, vont peut-être aussi vouloir en profiter. Donc, dans ce contexte, comment on peut engendrer une transition globale? J'ai pas de recette miracle pour ça, malheureusement, parce que c'est clair que non seulement il faut que nous, on devienne sobres, mais il faut empêcher, pour appeler un chat, les Kenyans, les Philippins, et pourquoi les Colombiens, d'avoir envie de vivre comme on vit aujourd'hui. D'accord? Il faut les empêcher d'avoir envie d'avoir une voiture par personne, 40 m² chauffés ou climatisés, ça dépend où ils sont. Alors, bon, les les Philippins, ils se chauffent relativement peu, les Kenyans aussi du reste, et d'avoir envie d'avoir, des jouets en peluche à Noël, qui finiront ensuite dans un placard, enfin voilà, il faut les empêcher, et de l'électronique à tire-lariot et des écrans 4K, de cette taille-là, et cetera, par personne. Enfin bon, il faut les empêcher d'avoir envie de tout ça, parce que ça tiendra pas dans la boîte. D'accord? Bon. Enfin, faut les empêcher. Faut les convaincre, plus exactement, plus que les empêcher. Et j'ai pas de martingale pour ça. J'ai pas de martingale pour ça. Je n'ai qu'une considération à livrer là-dedans, c'est que tant que vous fumez 30 cigarettes par jour, vous n'êtes pas crédible pour dire à quelqu'un qui en fume 3 qu'il faut pas fumer. Voilà. Donc le seul conseil pratique, comme il y a pas de chef du monde, hein, que je puisse livrer en la matière, c'est le seul pari qu'on puisse prendre, c'est nous de commencer à nous organiser pour être heureux tout en étant sobre. Et il faut y arriver. C'est un défi qui nous est lancé. C'est compliqué parce que ça va pour partie contre nos habitudes biologiques, hein. On aime bien accumuler, on aime bien monter dans la hiérarchie, on aime, enfin, tout un tas de trucs qu'on aime bien faire. Et là, il faut arriver à se contenter de moins. Voilà, c'est un truc que récemment, on n'a pas fait. À preuve, quand vous gagnez 1 000 € par mois, vous voudriez en gagner 2 000. Quand vous en gagnez 2 000, vous voudriez en gagner 4 000. Et quand vous gagnez 1 milliard par an, vous voudriez en gagner 2. Donc, c'est bien la preuve que, bon, on a un vrai sujet là-dessus. Et comme on est des animaux sociaux, il faut compter sur le fait que si nous, on commence à faire des efforts vraiment très significatifs pour mettre en œuvre la sobriété, éventuellement, ça donnera envie à d'autres pays de ne pas passer par la case faites du slip avant de s'organiser d'une manière qui est plus sobre. Voilà. Par contre, c'est clair qu'on ne va pas y arriver en leur disant on va vous vendre des bagnoles, on va vous vendre des avions, on va vous vendre, etc. Donc là, il y a aussi un sujet qui est à revoir, qui est l'aide au développement, qui est souvent prise dans beaucoup de pays occidentaux comme étant un canal commercial supplémentaire pour les beaux produits que nous fabriquons. Donc là, il y a aussi quelque chose qu'il va falloir qu'on revisite. C'est dans la façon dont on dialogue avec eux. Mais c'est clair que tant que nous, on a comme seul objectif de produire chaque année plus de bagnoles et plus d'écrans, c'est très très compliqué d'aller expliquer à n'importe qui en disant, vous savez, vous devriez vous serrer un peu la ceinture, quoi. Ça n'a pas de sens. En septembre 2022, TF1 publie un sondage où 34% des Français se disent que leur éco-anxiété impacte de façon négative leur santé mentale.
Et aux antipodes de cela, il y a une frange de la population qui considère que trop de points de non-retour ont été franchis et que, tant qu'à faire, autant brûler la chandelle par les deux bouts. Comment rassurer les premiers et sensibiliser les seconds? Alors, pour rassurer les premiers, il n'y a qu'une seule manière de faire, c'est de passer à l'action. En gros, le changement climatique, il nous amène de l'insécurité. C'est-à-dire, il nous dit: «Le monde que vous avez connu va s'en aller, de gré ou de force». De force si le changement climatique est trop violent, de gré si on fait des gros efforts de sobriété pour le changer. Donc, le monde va s'en aller. C'est évidemment quelque chose qui crée de l'insécurité. La manière dont les bipèdes que nous sommes ont l'habitude de créer de la sécurité, c'est en s'organisant pour faire des choses collectivement. D'accord? On peut aussi créer de la sécurité avec des moyens individuels. Ça, c'est le survivalisme américain. Je m'enterre dans une cave avec 3 siècles de boîtes de conserve, 3 millions de cartouches, je tire à vue sur tout ce qui arrive. Bon, mais en fait, même ça, ça marche pas. D'accord? Parce que bon, ne serait-ce que si notre ami, se chope une infection, ouais, bien obligé de sortir de sa cave pour essayer de trouver des antibiotiques s'il en reste encore à ce moment-là. Donc qu'est-ce que je veux dire? Donc le meilleur antidote que je connaisse à l'angoisse, c'est l'action collective. Voilà. Donc les climato-anxieux, le meilleur remède qu'on puisse leur apporter, c'est de faire des choses qui donnent des résultats, qui sont positifs et qui comportent une part de bénéfices qui sont des bénéfices, immédiats et tangibles. Voilà, c'est ça dont le fait d'appartenir à un collectif et de donner du sens à ce qu'on fait partie, hein, c'est très clair. Sur les gens qui disent: «Moi je m'en fous, je crame tant qu'il y en a», alors il y en a une partie qui sont rattrapables, au sens où, c'est des gens qui sont en fait des éco-anxieux qui compensent et il y en a une partie qui sont juste des égoïstes cyniques qui sont pas rattrapables et ceux-là, il faut juste leur taper sur la tête. Voilà. Donc on a discuté de... Enfin, je veux dire, pour prendre un exemple très concret, le type qui dit: «Moi, mon jet privé, je continuerai à m'en servir parce que voilà», bah, il faut juste lui dire: «Bah non, tu t'en serviras plus, on interdit». Enfin, voilà, il y a pas tellement d'autres manières de faire. Nous avons discuté de transformations sociétales cruciales. Afin de les appliquer, il est nécessaire de jouer sur de l'influence, la vulgarisation, et c'est ce que vous faites. Et donc, pour parler de vulgarisation, comment arrivez-vous à conserver une base scientifique solide, tout en essayant d'atteindre le plus de monde possible? Est-ce que la question, c'est la difficulté de la vulgarisation scientifique pour une audience très large? Ou la question, c'est celle de rester à niveau sur le plan scientifique en passant son temps sur les plateaux de télé? Bah, ça peut être les 2. Ça peut être les 2. Bon. Alors sur la deuxième question, la seule réponse qui vaille, c'est il faut refuser beaucoup de plateaux de télé. Aujourd'hui, je dois refuser 9 invitations sur 10 dans les médias, oui, à peu près. Alors, de temps en temps, c'est pas juste que je veux garder du temps pour faire de la science, c'est aussi, enfin, ou de la technique, c'est aussi que j'ai pas envie de me lever trop tôt. Parce que quand on vous invite à une matinale et qu'il faut se lever à 6 heures du matin et que je suis devenu un peu paresseux, bon. Mais, mais en gros, c'est ça le bon et puis pour être très cash, il y a des tas de trucs, enfin, je veux dire, aujourd'hui, vous faites une vidéo sur YouTube, un post LinkedIn, ça a autant d'audience que de passer à LCI ou à la chaîne parlementaire, donc voilà. Donc c'est très facile de refuser les invitations de LCI ou de la chaîne parlementaire et je suis désolé s'ils entendent ça un jour. Non, moi je l'ai dit, hein, leurs journalistes du reste, qui voulaient m'inviter, je suis désolé, hein. Heu, il y a donc il faut donc sur le plan de la présence médiatique, il faut choisir, heu et il faut être un peu sélectif. Alors, les réseaux sociaux aujourd'hui, en plus, offrent une alternative où on n'est pas à risque. Alors, on est tout à fait à risque de se faire interpeller. Moi, de temps en temps, je me prends des commentaires très assassins, etc., que j'essaye de traiter en ne répondant qu'au fond et en ignorant la forme. Donc, quand quelqu'un me dit: «Vous êtes un sale con, un abruti, vous êtes moche», et accessoirement, il n'y a pas de réchauffement climatique, je réponds juste à: «Il n'y a pas de réchauffement climatique». J'ignore le reste. C'est la politique que je me suis imposée, hein. Bon. Et parce que c'est important, pas tant pour la personne qui m'a interpellé, parce que je suis pas sûr que je vais arriver à le convaincre. Encore que de temps en temps, il y a des gens qui, après m'avoir insulté 3 fois, finissent par me dire merci, parce que je me suis pas énervé. Mais c'est une forme d'éco-anxiété aussi, quelque part. D'accord? Il faut le traiter comme tel. Mais c'est surtout pour les gens qui vont regarder le dialogue. D'accord? Parce qu'ils peuvent eux aussi ignorer la forme et voir l'argument de fond en disant il n'a pas répondu à l'argument de fond, c'est donc que l'argument de fond est valable. Et les réseaux sociaux, donc je disais, offrent une alternative et ça offre une alternative qui a l'avantage d'être une alternative plus construite, plus voilà.
Sur la partie, voilà, donc il faut juste savoir dire non. Et de fait, dans le monde politique, pour en rebondir sur ce sujet-là, les gens qui deviennent des professionnels des plateaux de télé, ils n'ont pas le temps de bosser le fond des dossiers. D'accord? Donc dans le monde politique, il faut un peu faire un choix où vous êtes connu, où vous êtes compétent. C'est à peine une blague ce que je suis en train de dire, hein. Les députés qui sont compétents sur des sujets techniques à l'Assemblée nationale, ceux qui font partie des commissions, qui font des rapports, etc., vous ne les connaissez pas. Vous ne connaissez pas leur nom. Par contre, vous connaissez Yannick Jadot parce qu'il passe son temps sur les plateaux de télé. Donc, non, mais. Et vous ne pouvez pas faire les deux à la fois. Enfin, de mon expérience, en tout cas, vous ne pouvez pas faire les deux à la fois. Voilà. Donc, sur la partie comment est-ce qu'on fait pour vulgariser des trucs compliqués? Moi, les quelques trucs et astuces que j'ai trouvés, c'est d'utiliser des images. Donc, par exemple, quand Christophe Blain m'a contacté pour faire une BD, j'ai été absolument ravi. En plus, ce type a le génie de trouver le détail qui va permettre. Enfin, un truc que j'ai dit, par exemple, dans l'interview du Google Crypt, là, pour représenter le CO2, je me suis dit, bah, bon courage, hein, comment tu fais pour représenter un gaz qui est inodore, incolore, etc. Et il a trouvé. Bon, pardon. Alors, l'idée d'Iron Man, elle est de moi, celle-là. Mais par contre, l'idée de la bulle transparente pour représenter le CO2, ça, c'est de Christophe. Voilà. Non, c'était une vraie coopération. Il n'y a pas que lui qui a bossé, quand même. Par contre, le grand nez d'Iron Man, ça, c'est lui. Mais Christophe n'a pas un grand nez. Hein. Un nez normal, mais bon, il aime bien se dessiner avec un grand nez. Je ne sais pas, peut-être qu'il a une envie rentrée de Pinocchio. Donc, il faut passer par des images, il faut passer par des exemples, il faut passer par des trucs illustrés. Si j'essaye de faire comprendre les esclaves énergétiques pour quelqu'un, je peux dire des esclaves énergétiques. Je peux aussi dire, bah, je vais prendre un exemple. Ce matin, vous vous êtes habillé et je vais vous montrer la photo de toutes les machines qui ont contribué à ce que vous puissiez vous habiller ce matin. D'accord? Qui est un geste qu'on fait selon ce qu'on a bu la veille, n'importe quoi, entre 1 minute et 10 minutes. Et bien, je vais vous montrer physiquement. Et ça, c'est des choses qui frappent pour n'importe qui. Ce que j'essaye de me dire, alors j'ai absolument rien contre les enfants de 10 ans, mais ce que j'essaye de me dire, c'est que si j'arrive à faire comprendre un concept à un enfant de 10 ans, c'est que n'importe qui va être capable de le comprendre. Et donc, j'essaye d'utiliser des trucs très imagés. Même une courbe qui monte et qui descend, c'est déjà un truc qui peut être compliqué pour un certain nombre de gens. Bon, j'en use et j'en abuse quand même, mais voilà. Donc en fait, c'est ça l'exercice, c'est d'essayer de raisonner par l'image. Et j'essaye d'avoir un raisonnement qui est un peu à la Dogène, c'est-à-dire je commence par les exemples et ensuite derrière je vous sers la théorie, plutôt que de commencer par la théorie et ensuite de servir les exemples. Voilà, en général ça marche mieux, en tout cas, je trouve. C'est comme ça qu'il faut. Voilà. Alors, il y a des trucs qui sont un peu compliqués à faire comprendre. Par exemple, la loi de conservation de l'énergie, bah, c'est pas si simple que ça de le faire comprendre. Hein. Bon. Mais quand même, il y a des. Bon. L'entropie, c'est pas très compliqué. Dire que le désordre ne peut qu'augmenter avec le temps, bon, tout le monde sait ce que c'est qu'une chambre mal rangée, donc voilà. Le désordre, les gens arrivent à comprendre, quoi. Bon. Donc voilà, mais c'est une affaire d'image, une affaire d'image. Très bien. Lors de nos recherches, nous avons été surpris de retrouver la BNP, donc l'entreprise la plus polluante de France, dans les financeurs du Shift Project. Comment est-ce que vous arrivez à conserver votre indépendance? En acceptant de les perdre. En fait, depuis l'origine du Shift Project, on a perdu 3 ou 4 mécènes qui nous ont dit, donc on leur dit, vous rentrez chez nous, vous savez ce que vous achetez, c'est-à-dire un type qui a un sale caractère, et moi, qui a une forte indépendance d'esprit, c'est encore moi, et donc qui, comme une entité est toujours un peu à l'image de son créateur, cultive cette indépendance d'esprit, cette orthodoxie scientifique. Donc nous, ce qu'on fait au Shift Project, c'est pas de partir de ce qui fait plaisir aux gens, c'est de partir de la définition du problème et d'arriver à quelque chose qui va faire plaisir à des gens, pas nécessairement ceux qui nous ont payés. Et on leur dit, c'est ça le cahier des charges. Ça vous plaît, vous restez, ça vous plaît pas, vous restez pas. Donc la BNP, en fait, ils sont rentrés pour financer un projet qui était comment est-ce qu'on arrive à faire rentrer ces enjeux dans l'enseignement supérieur. Chose que je suis en train de contribuer à faire en ce moment. Et ça a donné un rapport du Shift Project qui s'appelait ClimaSup, enfin tout un ensemble ClimaSup. Donc on a fait un premier volet en partenariat avec le groupe INSA, parce qu'il nous fallait un cobaye. Donc l'idée, c'était pas de faire du conseil pour le groupe INSA, c'était de prendre
un sujet d'expérimentation, qui était le groupe INSA, et d'en tirer tout un tas de règles générales, en ayant observé un peu sur le terrain comment ça marchait, pour traiter des problèmes aussi cons que comment, par exemple, vous remplacez le corps enseignant si vous décidez de changer les sujets enseignés. Avec des vacataires, c'est facile. Vous virez les vacataires en place, vous en prenez d'autres. Avec des enseignants-chercheurs, c'est impossible puisqu'ils sont là à demeure. Et donc, il faut qu'ils acceptent d'eux-mêmes, parce qu'en plus, vous ne leur dites pas sur quoi chercher, de changer de sujet. Oui, donc c'est bon. Voilà un problème pratique à nouveau. C'est que des problèmes pratiques, hein. Donc, on a fait, et donc, BNP a financé un bout sur le secteur former les métiers de la finance aux enjeux énergie-climat. D'accord. Puis derrière, ils sont restés comme membres. Moi, ça me va très bien pour une raison très simple, c'est que l'ADN du Shift Project depuis le début, c'est de s'obliger à avoir un dialogue avec le monde de l'entreprise. On ne peut pas avoir un dialogue avec le monde de l'entreprise en se contentant de dire tu pues, tu pollues, je ne veux pas te voir. D'accord. Ce qui est aussi vrai. Mais voilà. Donc, on pense que nous, il faut qu'on déjeune avec le diable avec une grande fourchette. C'est ça qu'on pense qu'on doit faire au Shift Project. Alors, l'essentiel de nos membres sont quand même des gens qui ont envie que la transition se fasse. D'accord. Quand on a EDF ou la SNCF ou des gens qui font des travaux électriques ou des gens qui vendent des matériaux d'isolation ou des gens qui installent des réseaux de chaleur, globalement, ils ont plutôt envie qu'on soit écouté. Et de temps en temps, je pense qu'on a des entreprises qui se disent « ayons un fer au feu ». Comme ça, on voit un peu ce qu'ils racontent. Alors, ils comprennent bien qu'ils n'arriveront pas à nous tordre le bras, parce qu'encore une fois, s'ils ne sont pas contents, ils s'en vont. Et on a perdu plusieurs mécènes, hein, qui sont partis. Mais on a perdu Saint-Gobain, par exemple, qui était un mécène. Parce que quand on a sorti le rapport sur la partie se loger dans le plan de transformation de l'économie française, on a proposé de diviser par deux la construction neuve en France. Et il y a des gens qui ont dit, ben, nous, ça ne nous plaît qu'à moitié. Je me suis du reste fait sonner les cloches par un des dirigeants du MEDEF pour ça, de survie. Mais c'est pour dire. Alors pourquoi je vous signale qu'on n'est pas. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 2 fois plus de logements qui sont créés chaque année que de ménages qui se forment, hein. Voilà. Donc c'était une des raisons. Voilà. Et dans les constructions de logements neufs, il y en a beaucoup qui sont des résidences secondaires. Bon, ça va peut-être contrarier les gens dans cette salle qui ont l'intention de s'en faire construire une, mais on considère que c'est moins indispensable qu'autre chose. Donc voilà. Donc on avait parfaitement réfléchi. Bon, ça leur a pas plu, ça leur a pas plu. Bon. C'est pas très grave. Ce qui est important, c'est qu'on ait suffisamment de mécènes pour que s'il y en a 2 ou 3 qui se barrent, ça ne nous mette pas sur la paille. Voilà, c'est juste ça notre sujet. Après, si demain matin, alors il y en a quand même quelques-uns, on se demanderait vraiment ce qu'ils viennent faire chez nous s'ils rentraient. D'accord. Maintenant, ça n'existe plus, mais enfin, si Charbonnage de France était rentré chez nous, je pense que quand même, on aurait dit, quand même, vous êtes sûr? Mais sinon, BNP, c'est une banque. Donc BNP finance l'économie telle qu'elle est. BNP, ils sont aussi fossiles que l'économie sous-jacente. Je vais en profiter pour faire une petite incise. Quand le secteur financier vous dit « nous allons verdir l'économie », il vous raconte des carabistouilles. Le secteur financier finance l'économie telle qu'elle est, verte ou brune. Bon. Et quand on est une banque avec 2500 milliards d'euros de total de bilan, comme BNP Paribas, on finance toute l'économie. Donc on finance à la fois des gens qui font de la rénovation thermique et des gens qui extraient du pétrole. On finance toute l'économie. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas discuter avec des gens de BNP? Non. Est-ce que ça veut dire que le fait que BNP adhère au Shift Project, ça puisse leur permettre de dire, vous voyez, on est devenu vert? Absolument pas. Voilà, simplement, est-ce que ça veut dire qu'on leur dit, votre argent, on n'en veut pas? Non, on leur dit non, mais ça ne va pas obérer notre indépendance éditoriale. C'est nous qui nous saisissons des sujets. Et par ailleurs, la gouvernance du Shift Project, c'est que le conseil d'administration est composé en majorité, et c'est statutaire, de personnalités qualifiées. Donc les gens qui nous financent ne peuvent pas faire une OPA sur le Shift Project en obtenant la majorité au conseil d'administration. C'est statutairement impossible. Voilà. Eh bien, nous arrivons au terme de nos questions. Merci infiniment, Monsieur Jancovici. Nous vous proposons maintenant, comme à notre habitude, de prendre quelques questions dans le public. N'hésitez pas à vous manifester auprès des staffeurs, nous avons encore le temps. Alors je vous préviens, malgré le fait qu'il y ait 15% de femmes dans cette école, que je prends des questions de manière paritaire. Un homme, une femme, un homme, une femme, ou si on commence par une femme, c'est dans l'autre sens, mais voilà. Bon, je vois que cette règle fait fuir que des hommes. Très bonne chose. Jean-Marc Jancovici, bonsoir. Vous avez lu le livre de Vera Nikolsky, Féminicène, qui fait l'objet d'un de vos posts LinkedIn. Je l'ai lu et je suis restée un peu sur ma faim. Donc je vous pose la question suivante. Vera Nikolsky soutient dans son ouvrage que des causes matérielles et pas seulement revendicatives ont été un moteur pour l'émancipation des femmes.
Vous citez comme exemple la facilitation mécanique des tâches domestiques. Est-ce que vous pensez que la décrue énergétique physique, comme vous l'appelez, qu'elle soit subie ou anticipée, jouera un rôle important dans la précarisation des femmes de manière plus intense? Alors, c'est un risque majeur. Et je pense que Vera Nikolsky, alors Vera Nikolsky ne le dit pas explicitement dans son bouquin, elle le sous-entend. Elle aurait probablement gagné à le dire, du reste, de façon plus explicite. Alors pour ceux d'entre vous et celles d'entre vous qui n'ont pas lu ce livre, donc il s'appelle Féminicène, je vous invite quand même à le lire parce que moi je l'ai trouvé extrêmement intéressant. Et en fait, ce que dit Vera Nikolsky, c'est quand vous regardez ce qui a été des sauts quantiques dans l'amélioration de la condition des femmes, vous avez d'abord la baisse extrêmement forte de la mortalité infantile. Parce que quand vous devez être 2 fois plus souvent enceinte pour avoir le même nombre d'enfants à l'arrivée, ben vous avez 2 fois plus de périodes dans votre vie dans lesquelles vous êtes physiquement handicapé par rapport aux hommes. Ça, c'est très clair. Et qu'il s'agisse de la grossesse ou qu'il s'agisse de l'allaitement. La deuxième chose qu'elle dit, c'est la construction sociale ayant été ce qu'elle était, c'est-à-dire les femmes plutôt dans les tâches domestiques, l'arrivée d'esclaves mécaniques dans les foyers, qu'il s'agisse de l'eau courante, tout bêtement, il n'y a plus besoin d'aller au puits, qu'il s'agisse de la machine à laver, qu'il s'agisse, etc., a également été un facteur majeur d'émancipation des femmes, parce que ça leur a libéré du temps. Alors elle en trouve une autre qui va plus vous faire sourire, mais que je trouve pas si capillotractée que ça. Elle a dit le capitalisme a été un facteur d'émancipation des femmes, parce que comme les capitalistes voulaient faire travailler le maximum de gens possible, ils ont salarié tout le monde, hommes et femmes, et donc ça a permis aux femmes d'accéder à l'émancipation économique. Voilà, autant pour la convergence des luttes. Ce qu'elle dit derrière, c'est le risque majeur, effectivement, c'est que on aille dans l'autre sens, malgré les revendications. Donc, ce qu'elle dit en gros, c'est que les féministes qui revendiquent aujourd'hui, elles se placent dans un cadre qui n'est pas le sien, qui est la perpétuation jusqu'à l'infini d'un état de droit. Et elle dit, moi, je ne suis pas du tout sûr que... Elle vient de la Russie, en plus. Hein. Elle vient de Russie, donc elle dit, moi, je ne suis pas du tout sûr que dans un monde qui va commencer à avoir des grands soubresauts matériels, l'état de droit se conserve. Donc, notre véritable bouée de sauvetage, ce n'est pas l'état de droit, c'est les conditions matérielles de notre émancipation qu'il faut maintenir. Et donc, elle dit, il faut absolument que, entre avoir de l'électricité décarbonée pour faire voler des jets ou avoir de l'électricité décarbonée pour faire tourner des machines à laver, elle dit, moi, je préfère la seconde. Voilà ce qu'elle dit, en gros. Je pense qu'elle a parfaitement raison. Et elle dit, la meilleure garantie que les femmes aient que ce soit bien ça les choix qu'on fasse, c'est qu'elles s'en occupent elles-mêmes. Donc, qu'elles rentrent dans le monde technique et de gestion, qui est celui qui décide des choix collectifs. Voilà. Donc, c'est pour ça que je considère que parce qu'elle a raison, c'est une très mauvaise nouvelle qu'il n'y ait pas assez de femmes dans les écoles d'ingénieurs. Pas parce que je suis un boomer repenti qui se dit quand même, maintenant il faudrait que je dise des trucs sympas pour les femmes. Je pense que c'est un vrai sujet pour l'harmonie à venir, que c'est un sujet sociétal, c'est pas juste un nice to have. Il y a un truc beaucoup plus profond là derrière. Voilà, donc et je suis tout à fait d'accord avec la crainte qui vient d'être exprimée, c'est-à-dire que si on ne prend pas garde, si on n'a pas ce truc-là bien sur l'écran radar dans les choix qu'on va faire demain, il y a un vrai risque qu'il y ait une marche arrière sur la condition féminine dans un monde où l'énergie se contracte. Merci monsieur pour votre conférence. Ah non. Ah, Non. L'alternance, ça marche dans les deux sens. Donc maintenant, c'est un homme. ok. Mais vous pouvez garder votre tour pour la fois d'après. Mais là, maintenant, il me faut un homme. Oui, bonsoir Monsieur Jancovici, je suis en haut. Donc, je transmets une question d'un groupe d'étudiants rennais qui est sur le live YouTube. Donc, certains métaux et terres rares essentiels à la transition écologique et numérique ne seront plus disponibles d'ici quelques années. Est-ce que les risques géopolitiques et industriels sont maîtrisés au niveau européen et français, notamment face au monopole chinois? Et dans quelle mesure est-ce un enjeu pour la transition climatique au niveau mondial? Merci beaucoup. D'accord. Alors, c'est la question plus large à laquelle je vais répondre de la disponibilité des ressources matérielles pour décarboner l'économie. Pour décarboner l'économie, il y a une marge de manœuvre pour laquelle vous n'avez pas besoin de plus de matériaux, mais de moins, qui est la sobriété. Une voiture, ça pèse 1,5 tonnes. Là-dedans, vous avez 65% d'acier. Un vélo, ça pèse 15 kg avec sa batterie. Et avec une batterie de voiture, vous faites 100 batteries de vélo. Donc, si on décide que le mode de transport individuel qui reste disponible pour les individus après la voiture électrique, c'est le vélo ou le scooter,
pour les gens qui doivent faire 30 bornes, c'est mieux un scooter quand même. C'est pas sûr que vous ayez des problèmes de disponibilité de métaux. Si on dit la transition, c'est qu'on continue à avoir des voitures d'1,5 tonne et on va électrifier les 1,4 milliard de voitures particulières que nous avons dans le monde, plus on va électrifier les camions, plus on va électrifier les porte-conteneurs, plus on va électrifier, je sais pas quoi, et on va faire de l'hydrogène pour les avions. Alors là, on commence à avoir un petit sujet, c'est que et tout ça de manière décarbonée, on va avoir besoin de beaucoup plus de métal que ce qu'on est capable d'en extraire de la croûte terrestre, vraisemblablement dans des conditions énergétiques satisfaisantes. La transition qui marie la croissance physique à l'avenir, pas la croissance économique, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, on s'en fiche un peu, mais la croissance physique à l'avenir et la décarbonation nous obligerait à extraire, donc vous allez tous devenir ingénieurs dans les mines, nous obligerait à extraire de la croûte terrestre dans les 35 ans qui viennent autant de métal pour un certain nombre de métaux, dont le cuivre, que tout ce qu'on a extrait depuis le début de l'histoire industrielle des hommes et des femmes. D'accord ? Bon, ça fait quand même beaucoup. Et donc, c'est pas que les terres rares. Alors, en l'occurrence, les terres rares, c'est pas là où le sujet est le plus critique, parce que les terres rares, en fait, comme vous le savez probablement, c'est des métaux, c'est pas des terres, et c'est rare au sens où c'est rarement utilisé. C'est-à-dire que c'est des coproduits miniers en général. Hein. C'est très très rare que vous ayez des gisements avec des terres rares pures. Vous n'avez pas des gisements d'indium et vous n'avez pas des gisements de praséodyme. En général, ça vient avec d'autres minerais que vous exploitez. Même le cobalt, par exemple, est un coproduit du zinc et du cuivre. Voilà. Donc, vous avez énormément de métaux qui sont des coproduits. Il y a effectivement aujourd'hui un vrai sujet qui est que la Chine raffine plus de la moitié des métaux essentiels hors fer. La Chine raffine plus de la moitié du cuivre dans le monde, donc elle n'a pas les mines de cuivre. Par contre, elle a les bateaux qui acheminent le minerai de cuivre depuis le Chili ou depuis l'Australie, etc., pour le raffiner en Inde. L'Indonésie raffine plus de la moitié du nickel mondial de mémoire, et la Chine raffine encore plus de la moitié des terres rares dans le monde. Ils fabriquent plus de 80 ou 90% du graphite nécessaire aux batteries dans le monde. Enfin bref, donc, voilà. Donc, ils ont fait un corner sur un certain nombre de matériaux. Le graphite, c'est pas un métal, mais ils ont fait un corner sur un certain nombre de matériaux dans le monde. Et donc, il y a un double sujet. Il y a un sujet de dépendance. Paradoxalement, un monde qui shifterait vers une dépendance aux métaux serait encore plus dépendant de quelques pays que le monde dépendant aux combustibles fossiles. Paradoxe, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que je veux dire et par ailleurs, il y a une question de quantité qui se pose. Donc la quantité, pour finir de répondre là-dessus, les investigations qu'on peut faire montrent qu'elle ne sera pas là pour permettre ce qu'on a coutume d'appeler la croissance verte, c'est-à-dire mode de vie du consommateur final inchangé pour les pays occidentaux, plus pays émergents qui se mettent à accéder à notre mode de vie, plus on décarbone tout. Voilà. Ça, il n'y aura pas assez de métal pour ça. Alors, ce n'est pas du fer, mais il n'y aura pas assez de nickel, il n'y aura pas assez de cuivre, il n'y aura pas assez de zinc, il n'y aura pas assez de plomb. Enfin, c'est ces métaux-là. Il n'y aura pas assez d'argent. Il n'y aura peut-être pas assez d'or. Vous savez qu'il y a de l'or dans les semi-conducteurs, hein, enfin dans l'électronique, parce que c'est un métal qui conduit extrêmement bien, qui est très ductile. Donc, on s'en sert. Voilà. Donc, sur le cuivre en particulier, le nickel et le lithium. Je ne suis pas sûr que ce soit le lithium le troisième. Peut-être le lithium. L'Agence internationale de l'énergie, dans le World Energy Outlook qui a été diffusé il y a un mois, montre que sur ces trois métaux-là, les mines en activité plus les mines qui seront mises en développement ne permettent pas de satisfaire la demande pour le scénario qui permet de respecter les 1,5 degrés, ne permettent pas de satisfaire la demande en 2030. D'accord ? Donc dès 2030, on a déjà une demande qui ne peut pas être satisfaite pour ce scénario. Voilà. Donc, ça veut dire que ça revient à dire que la sobriété va être absolument indispensable. Alors après, si on est extrêmement sobre, est-ce qu'on aura un problème de métaux? Je ne suis pas sûr. Voilà, là, c'est bon. Je voulais vous demander, récemment, on commence à voir se développer des nouvelles technologies nucléaires, notamment je pense à des sortes de mini-réacteurs qui fonctionneraient à base de déchets nucléaires avec la technologie des neutrons rapides et des sels fondus. Moi, je me suis dit, ça a l'air hyper bien, mais ça a l'air un peu trop bien. Est-ce que vous avez une contre-indication à les utiliser ou est-ce qu'il faut juste attendre que ça passe ses preuves? Alors, les mini-réacteurs en question, en fait, ceux qui fonctionnent avec des déchets, ce n'est pas vraiment des mini-réacteurs. Ils n'entretiennent pas de réaction de fission parce que les déchets nucléaires ne sont pas des matériaux fissiles. Hein.
Pour qu'un atome puisse fissionner, il faut que son numéro atomique soit supérieur à 89 de mémoire. Donc, dans les déchets nucléaires, vous avez des trucs dans le genre strontium, césium, etc. Enfin, vous avez des éléments qui ne sont pas du tout des éléments qui sont capables de fissionner. Par contre, ils sont encore radioactifs. Donc, vous pouvez exploiter la chaleur résiduelle, ou l'énergie résiduelle de la radioactivité. Voilà, c'est ça qu'on essaie. Mais c'est des petites à l'échelle de notre consommation. On est 3-4 ordres de grandeur en dessous de ce que libère un réacteur nucléaire commercial. D'accord? Donc, on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur. Après, vous avez des petits réacteurs nucléaires qui sont des réacteurs à design conventionnel, les small modular reactors, là. Donc, qui sont des réacteurs à eau pressurisée. Simplement, au lieu de faire 1,6 gigawatts comme un EPR, ils font 100 ou 200 mégawatts. Donc, en fait, c'est une grosse chaudderie nucléaire de bateau, quelque part. Parce que vous savez, les chaufferies nucléaires de sous-marins nucléaires d'attaque ou de porte-avions, ça fait quelques dizaines de mégawatts, hein. On sait facilement faire des réacteurs nucléaires de petite taille. C'est pas un problème. Ces réacteurs, l'intérêt, ça serait de les fabriquer industriellement en série, en usine. Enfin, vous fabriquez plein de composants de façon industrielle en série, en usine, et ensuite de les utiliser comme des briques de Lego. Donc là où vous avez besoin de 200 mégawatts, vous en mettez un. Là où vous avez besoin de 1200 mais d'1,2 gigawatts, vous en mettez 6 au même endroit. Les uns à côté des autres, quoi, en gros. Voilà. C'est ça l'idée. Et alors, au sein même des petits réacteurs, vous pouvez soit utiliser donc, les designs conventionnels actuels, donc ça, la même technologie de fonctionnement que le PR, hein, c'est de la fission de l'uranium-235, soit aller vers des réacteurs qui ont des designs différents, notamment des designs de 4e génération, dans lesquels vous avez un des designs qui est envisagé, qui sont des réacteurs à sel fondu. Et là, vous avez à la fois un saut en termes de type de réacteur, vous avez un truc plus petit, plus modulaire, etc. Et un saut en termes de design sur la réaction elle-même. D'accord? C'est un autre réacteur, c'est pas le même. Voilà. Alors moi, je pense d'une manière générale, je l'ai déjà dit tout à l'heure, je vais le redire, que pour aller très vite, du nucléaire, plus on en fera, mieux on se portera. C'est pas ça qui va permettre de conserver la totalité de la civilisation industrielle qu'on a, très loin s'en faut. Mais justement, comme quoi qu'on fasse, on ne va pas être capable de la conserver à l'échelle du siècle. Le petit bout qu'on est capable de conserver sur du pilotable décarboné, le petit ou moyen bout, il faut vraiment y aller parce que ça va nous servir, moi c'est une expression que j'utilise souvent, de parachute ventral pour le reste. Il faut bien voir pour comparer, parce que je vais quand même le faire, avec des moyens comme l'éolien et le solaire. L'éolien et le solaire, ça va faire le lien avec la question précédente, par kilowattheure produit, utilise 10 à 50 fois plus de métal que le nucléaire. Donc dans un monde dans lequel la ressource métallique va devenir un sujet, exploiter une énergie qui est par nature concentrée et qui utilise peu de matière, ça sera fatalement à l'arrivée, à un moment ou à un autre, quelque chose de supérieur à utiliser une énergie qui est diffuse dans l'environnement et qui nécessite de multiplier une grande quantité de collecteurs pour pouvoir en bénéficier. Donc ça ne veut pas dire qu'à court terme, il ne faille pas faire des éoliennes et des panneaux solaires, parce que de toute façon, c'est le seul truc qu'on est capable de rajouter rapidement. Mais ça veut dire qu'à terme, le choix n'est pas tranché. Et il faut bien réfléchir à ce qu'on a l'intention de faire. Et je ne suis pas du tout sûr, personnellement, que si on se projette en 2100, c'est un système électrique majoritairement éolien et solaire qu'il faut viser. D'accord? Je ne suis pas du tout sûr de ça. Je ne suis pas du tout sûr de l'inverse non plus aujourd'hui, hein. Je dis, là, on a un angle mort important dans l'analyse d'un système électrique à long terme. Et je pense que c'est un chantier qu'il faut ouvrir dardard, parce que les infrastructures qu'on construit aujourd'hui durent le siècle, hein. Il ne faut pas croire que 2100, c'est un truc qui n'a pas d'existence. Une ligne à haute tension, un réacteur nucléaire, tout ça, ça va nous emmener, on est aujourd'hui en 2023, bientôt 2024, ça va nous emmener à la fin du siècle. Fatalement, hein. Donc, voilà, donc ces petits réacteurs, ça fait partie de la panoplie des trucs qui sont sur étagère et qui doivent nourrir le débat, qui est aujourd'hui un débat qui n'intéresse pas trop le grand public. Alors, pas sûr qu'il l'intéresse beaucoup demain matin, mais qui devrait, à mon avis, beaucoup plus intéresser les dirigeants de la société civile, qui est, si on fait du nucléaire, quel nucléaire on fait? Comment est-ce qu'on combine nos moyens? Et j'avais déjà évoqué ce sujet tout à l'heure, et donc j'y reviens, et je pense que ce débat est un débat central. Et aujourd'hui, il est mal mené en 2 mots. Bonjour. Ah, ouais. Je voulais savoir, est-ce que vous pensez, comme Aurélien Barraud, que le scénario qui voudrait que demain on trouve une énergie en ressources illimitées qui soit neutre en carbone est un scénario catastrophique pour l'humanité? Autrement dit, est-ce que vous pensez que le problème
n'est pas tant de savoir comment est-ce qu'on continue à faire ce qu'on fait tout en émettant moins, mais plutôt contenu directement dans ce qu'on fait, à savoir continuer à consommer, produire et donc à contribuer, selon lui, à l'éradication de la vie sur Terre. Alors, comme je suis vieux et que ma cervelle est mangée au mythe et que j'ai mauvaise mémoire, ce que je vais vous dire, je ne suis pas complètement sûr de l'ouvrage. Je pense que c'est dans l'Avenir climatique, qui est le premier livre que j'ai écrit en 2000. Quand il est sorti l'Avenir climatique 2002, je crois. Il me semble que c'est dans ce livre-là, mais j'avais écrit qu'une énergie illimitée serait une absolue catastrophe. Parce que si chacun a une énergie illimitée, l'école ici vous plaît pas, paf, vous la déplacez ailleurs. La montagne vous bouche la vue, paf, vous la faites disparaître. Vous avez envie de poissons dans la mer, paf, vous les pêchez tous d'un coup. Enfin, ça serait... Donc en gros, l'énergie illimitée, et en fait vous renvoyez à la mythologie, c'est déjà le cas, ça serait une bataille de titans en permanence, ça serait un monde infernal. Ça serait un monde infernal. Il ne faut surtout pas l'énergie illimitée. Absolue catastrophe. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, le vrai défi aujourd'hui, on y est un peu forcé, hein, c'est de marier le bonheur et la sobriété, ou une forme de sobriété, et de marier l'espoir à une forme de fatalisme. Alors l'espoir, parce qu'il faut avoir de l'espoir, le fatalisme, parce que ça veut dire accepter des limites, et se dire là, il y a des limites, et puis on n'ira pas, et puis on ne déplacera pas l'Everest pour le mettre place de la Concorde, quoi. Voilà, on ne fera pas. Même si on a très envie. Voilà, donc oui, je suis d'accord avec lui sur ce point particulier. Une énergie illimitée serait une absolue catastrophe. J'espère que vous n'êtes pas déçus parce que j'ai répondu très brièvement pour une fois. Bonjour, ici à votre gauche. Yes, Ah, merci. Merci d'être venu. Hem, j'ai, une question par rapport, à ce que vous disiez sur, être à table avec le diable et cetera, utiliser une grande fourchette. Aujourd'hui, dans les partenaires de l'école, il y a aussi BNP Paribas, tout comme, Total Energy et d'autres, entreprises avec lesquelles, certains étudiants et étudiantes ne sont pas forcément en accord. Quelle est la fourchette que nous pouvons utiliser aujourd'hui pour, manger avec ce diable? En tant qu'étudiant et étudiante. ça. Alors, c'est une bonne question et c'est d'autant plus une bonne question que nous, la fourchette qu'on a, en fait, il n'y a pas de lien organique au sein du Shift entre un donateur et le programme que nous mettons en route. Dit autrement, quand on fait le budget du Shift, on dit, ben voilà, l'ensemble des donateurs, ils disent qu'ils vont nous donner 2,5 millions. On conçoit l'ensemble des projets qu'on va mettre en route pour que ça nous coûte 2,2 millions ou 2,1 millions ou 2 millions. Et puis si comme ça, il y en a un qui claque entre les doigts ou nous claque entre les doigts, ça ne change pas la façon dont on va travailler sur l'année. Là, quand vous avez des partenariats au sein de l'école avec des entreprises mécènes, en général, elles financent des chaires, c'est-à-dire qu'elles financent, ou des programmes de recherche, c'est-à-dire qu'ils financent des individus bien précis. Et vous ne pouvez pas vous fâcher avec elles en interrompant, enfin sans interrompre le programme qui va en face. Donc vous ne pouvez pas leur dire, bah écoute, ton plat de lentilles, là, moi j'en veux pas, donc je vais arrêter de déjeuner avec toi, mais je vais continuer à faire ce que tu m'avais permis de commencer à faire. Donc en fait, le lien de dépendance ici, je suis désolé pour la direction de l'école, il est beaucoup plus fort qu'au sein du Shift Project, parce qu'il y a une partie de la production opérationnelle de l'établissement qui dépend nommément du fait que quelqu'un va rester. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, comme étudiant, face à ça? Vous pouvez ne pas rentrer à Centrale et aller dans une autre école, mais là, c'est un peu tard. Non, mais voilà. Bah, ça peut se discuter plus tard. Vous pouvez très bien dire, bah, moi, aller dans une école où l'enseignement est structuré par des besoins d'embauche qui sont pilotés par tel et tel et tel, parce qu'elles ne sont pas folles, hein, les boîtes, hein, elles ne financent pas pour... Bon. J'ai pas envie, donc j'y vais pas. Bon. Mais il faut que vous soyez au courant à l'avance, et puis il faut que vous soyez suffisamment, j'ai envie de dire, solide face à la pression sociale, parce que si vous êtes admis à Centrale et que vous refusez Centrale, il faut quand même que vous expliquiez à vos parents pourquoi vous avez fait ça. Bon. Bon, ça fait... Bon. Mais alors, à l'X, il y a eu quelques cas comme ça, de gens qui disaient « je ne veux pas rentrer dans une école militaire ». Bon, ils allaient aux mines, ils n'étaient pas plus malheureux. Mais il y a quelques cas. Mais ça ne va pas concerner la majorité des étudiants. Vous avez la possibilité, comme ça a été fait du reste à l'X, de faire du Sprouts avant, si vous êtes au courant, avant le projet. Donc Total voulait implanter un centre de recherche à l'X. Les élèves de l'X ont fait une bronca avec laquelle j'étais tout à fait en accord. Mais en fait, j'aurais été en accord pour une autre entreprise aussi.
parce que je considère que c'est une école qui est au service de la collectivité. Et donc, le simple fait qu'une boîte vienne mettre son labo de recherche au milieu du campus, quelle qu'elle soit, je pense que c'est un mélange des genres qui n'a pas lieu d'être, hein. Mais c'est un long débat. Mais si vous êtes au courant avant, donc vous pouvez faire du spruns en disant voilà pourquoi on n'en veut pas. Évidemment, il ne faut pas que ce soit juste l'occasion de se mettre en grève et de faire des pique-niques au milieu de la pelouse, hein. Il faut avoir un argumentaire un peu sérieux. Mais je pense que vous êtes capable de l'avoir. Une fois que c'est fait, il n'y a pas grand-chose à faire, sinon dire recommencez pas. Mais il n'y a pas grand-chose à dire. Vous pouvez toujours manifester votre mécontentement. Ça fait partie de votre droit d'expression. Vous pouvez toujours dire nous, ça ne nous plaît pas pour telle et telle raison. Mais quand il y a quelque chose qui vous déplaît, qui a déjà eu lieu, en fait, vous travaillez pour le coup d'après. Donc, vous travaillez pour le renouvellement de la convention. C'est rare que les entreprises s'engagent pour 50 ans. En général, quand ils financent une chaire, ils disent bon, on paye pour 3 ans, puis on verra derrière, hein. Donc, vous allez vous mettre à travailler pour le coup d'après. C'est-à-dire avoir un débat avec la direction de l'école sur est-ce qu'une fois que ça sera fini, on en veut vraiment et est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de s'y prendre. Voilà. En gros, voilà les quelques éléments qui sont à votre disposition pour avoir un dialogue nourri avec les instances quand il y a un truc qui vous semble pas pertinent. Après, tout argent de Total n'est pas nécessairement mauvais à prendre. Je vais vous donner un exemple. Vous avez au Danemark un opérateur pétrolier qui s'appelait Ørsted, qui a totalement changé de métier. Alors le Danemark, comme vous le savez, il n'y a pas beaucoup de gisements à terre. Par contre, ils avaient un petit bout des gisements pétroliers de la mer du Nord. Donc c'est un opérateur pétrolier qui a appris à faire des plateformes offshore. Donc ils avaient des compétences en ingénierie pour faire des trucs en acier avec les pieds dans l'eau. Et une fois qu'ils ont su faire des trucs en acier avec les pieds dans l'eau, avec des pompes et des tuyaux pour faire ressortir du pétrole, ils se sont dit, bon, on va faire la même chose pour faire des éoliennes, pas très différent, donc on va faire de l'éolien offshore. Et ils ont totalement reconfiguré leur business model et aujourd'hui, ils font des éoliennes offshore. Bon. Si Total vous donne un chèque à l'école centrale en disant, aidez-moi à apprendre à faire des éoliennes offshore, vous prenez ou vous ne prenez pas le chèque? Moi, je vous conseille de le prendre. Donc, non mais vous comprenez, donc en fait, il ne faut pas juste avoir un regard sur l'entité qui finance, il faut avoir un regard sur le projet. Dit autrement, si Total vous finance, est-ce que c'est très grave que vous vous retrouviez prisonnier d'un projet qui, pendant 3 ans, va vous faire réfléchir sur la bonne manière de faire des éoliennes offshore? Pas nécessairement, hein. Ou si Total vient vous voir en disant moi je veux devenir le champion du monde, je sais pas quoi, de la séquestration, j'arrête d'extraire du pétrole, je veux devenir un ingénieriste pour empêcher les autres pétroliers d'avoir des fuites de méthane. Voilà, donc je pense qu'il faut discuter au droit du projet et c'est ça qui fait que vous allez nécessairement avoir une investigation plus complexe que de simplement vous positionner sur le nom de l'entreprise, qui ça est quelque chose d'un peu facile, j'ai envie de dire, et d'un peu, pardonnez-moi cette expression, mais je suis aussi là pour vous taquiner, trop paresseux intellectuellement pour être digne de vous. Donc creusez-vous un peu la cervelle quand même dans ce genre de circonstances. Monsieur Jancovici, bonjour. Merci du temps que vous nous accordez, puisqu'on ne fait pas partie des 9 sur 10 à qui vous préférez une grasse matinée. J'ai une question je suis particulièrement touché par les gens d'ailleurs qui voudraient partir dans la recherche et le secrétaire public. Parce qu'on pourrait penser qu'on fait pas assez de travaux, on réfléchit pas assez sur la cause climatique. Et j'ai un peu l'impression que quand j'utilise de mon précieux temps pour me documenter, je vois en fait d'immenses travaux de scientifiques, d'ingénieurs qui ont été faits même dans les générations passées, pas forcément celles-ci. Et ce qui se passe, c'est un peu plus tragique, c'est qu'on ne les écoute pas. Voilà. Je prends l'exemple de monsieur Harold Levrel, le professeur de l'agroparité, qui était venu il y a quelque temps, qui disait que quelquefois on chiffre les coûts de la biodiversité. Quel est le coût d'un arbre? C'est un peu loufoque, mais si on se dit bien que si on éradique les abeilles, on devra tout polliniser nous-mêmes, ce sera très cher. Et donc un travail gigantesque a été fait. Globalement, ce qui s'est passé, c'est que les préfets qui voulaient être réélus après, ils se sont un peu torchés avec, quoi. Donc la question que j'ai pour vous, c'est comment nous, en tant que scientifiques, comment garder un peu cette force, vu qu'on n'est pas... Alors, on peut s'impliquer politiquement avec le vote, on peut faire un petit tour entre Toulouse et Castres,
mais on ne va pas joncher les rangs de l'Assemblée nationale a priori, vous nous en déconseillez d'ailleurs. Comment garder cette force? Parce qu'on n'arrête pas de nous dire qu'on a la tête bien faite, de surtout rester dans cette école parce que l'État a investi en nous, mais on ne nous écoute pas toujours forcément après. Merci. Est-ce que j'ai le droit de reformuler votre question en disant comment est-ce que nous, scientifiques, on peut faire quelque chose d'utile où on n'a pas l'impression de s'épuiser? C'est un peu ça la question? Oui. Alors la première réponse, pour autant que je puisse en juger, c'est choisissez bien votre public. C'est-à-dire, il y a des gens que vous allez avoir du mal à convaincre sur la base d'argumentation rationnelle, et ces gens-là, c'est en particulier le monde politique. Je vous ai dit tout à l'heure que la démocratie était un système remontant. Avoir dit ça, ça veut dire que c'est un système dans lequel les élus, ils arbitrent des pressions. Pour avoir du poids auprès d'un élu, il faut avoir un brelan d'as en main avec un problème, la solution au problème et le pouvoir de nuisance si la solution n'est pas mise en œuvre. Alors, je vous donne un exemple qui n'a rien à voir avec le climat. Vous vous appelez la CFDT. Vous avez un problème, c'est que les infirmières ne sont pas assez payées. Vous avez une solution au problème, c'est de les payer plus. Et vous avez un pouvoir de nuisance si la solution n'est pas mise en œuvre, c'est que les infirmières s'arrêtent de soigner. Bon, ça s'appelle une grève. Bon. Là, en général, vous allez trouver un politique qui va avoir une oreille un peu ouverte. Bon. Si vous êtes juste un scientifique disant « moi, j'ai la définition du problème, le climat se réchauffe et il se réchauffe trop vite », j'ai éventuellement la solution au problème, mais elle est mal formulée, parce que je dis juste qu'il faut baisser les émissions. Mais ma compétence propre ne me permet pas de dire à quelle vitesse est-ce qu'on peut fabriquer des vélos électriques, est-ce qu'on peut faire en sorte que les gens mangent un peu moins de viande, et est-ce qu'on peut faire accepter aux élèves de l'école centrale d'avoir cours à 15 degrés l'hiver. Bon, ma compétence ne me permet pas de dire ça. Et en plus, j'ai zéro pouvoir de nuisance si vous ne m'écoutez pas. Ce public-là, ce n'est pas la peine d'aller lui parler. Donc, il faut bien choisir ses publics. Un escalier se monte en général en commençant par la première marche, c'est celle qui est la plus facile. Et donc, il faut commencer par là où vous allez avoir le plus de gratification de façon raisonnablement assurée. Alors, la gratification raisonnablement assurée, c'est avec des publics que ça intéresse déjà un peu de mieux comprendre. Là, vous allez être utile parce que vous allez donner à des gens qui ont eux-mêmes envie de s'emparer du problème une façon un peu plus fouillée, un peu plus détaillée de le comprendre. Ça peut être de former, par exemple, des enseignants. Je suis sûr qu'il y a plein de profs de lycée, il y a plein de profs du primaire qui seraient ravis aujourd'hui d'avoir un peu de votre temps pour savoir, on en revient à la question de l'image tout à l'heure, comment aborder ce genre de sujet avec leurs propres élèves. De manière pas trop angoissante, mais quand même un peu illustrée, etc. Voilà, donc il faut en fait choisir les publics. Faut pas essayer, je ne sais pas si c'était votre intention, mais il faut surtout pas essayer de faire comme Atlas et de vouloir porter le monde sur ses épaules, c'est-à-dire d'être le couteau suisse capable de s'adresser à tous les publics, tous les machins, etc. Même si moi j'en donne l'impression, ça m'a pris 20 ans, donc, et quelques cheveux en moins. Donc voilà, au début, il faut s'adresser, j'ai envie de dire, aux publics qui sont à portée facile. Et il faut accepter, malheureusement, même si on est dans une course contre la montre, d'être un tout petit peu patient, parce que de toute façon, vous n'avez pas de meilleure alternative. D'accord? Voilà en gros quelques conseils que je peux vous donner. Donc, choisissez au début des cibles de proximité, proximité géographique ou proximité de préoccupation ou proximité matérielle. Ne vous donnez pas pour tâche d'avoir un rôle discernable dans le sauvetage du monde, parce que sinon, vous allez juste, pardonnez-moi l'expression familière, péter un câble. Voilà. Vous allez faire une dépression, ce qui n'est pas souhaitable. Voilà. C'est en gros les quelques conseils que je peux vous donner. Il faut que je check avec la régie. Est-ce qu'on a le temps de prendre une dernière question? Si il y a une question d'une dame là-haut là, qui va se prendre une luxation à l'épaule depuis le temps qu'elle lève la main. Allons-y, un micro pour la dame en haut à gauche, s'il vous plaît. Et ça sera la dernière, on me l'a confirmé à la régie. Merci beaucoup pour votre intervention. Du coup, ma question, c'est, vous avez mentionné parmi nos options d'action en tant que futur ingénieur, le choix d'entreprises dans lesquelles on allait travailler. Donc, comme vous en avez parlé, en valorisant alors les petites et moyennes entreprises dans lesquelles on pourrait avoir un impact aussi bien au sein de l'entreprise qu'un impact personnel. Mais toutefois, il semble que ce choix, il révèle aussi d'un choix d'échelle. C'est-à-dire, on entend ainsi souvent parler du fait qu'il faudrait mieux changer les systèmes depuis l'intérieur dans des grandes entreprises, même si c'est pas très réaliste en général. Mais je voulais savoir comment vous
vous conceviez la façon de concilier l'impact personnel qu'on peut avoir au sein d'une entreprise à un impact général dans la lutte contre le dérèglement climatique. Alors, si vous allez dans des petites boîtes qui sont des challengers des grandes boîtes, c'est une très bonne manière de faire changer les grandes boîtes. Vous savez, toute entreprise, Carbone 4 y compris, elle a une obsession, c'est de capter de la rente. C'est de se mettre dans un endroit dans lequel elle va avoir de la rente. D'accord. Voilà, c'est vrai pour à peu près n'importe quelle entreprise. Pour qu'une entreprise évolue, il faut qu'elle ait des contraintes. Alors, la contrainte peut venir de la concurrence. Vous avez des concurrents qui apparaissent et donc vous vous dites, oh là là, il faut que moi, je progresse parce que sinon, je vais me faire bouffer. Ça peut venir de la puissance publique. La puissance publique vous dit, vous allez devoir faire différemment, vous êtes obligé d'évoluer. Ça peut venir des consommateurs, mais en fait, les consommateurs et la concurrence, c'est deux sujets qui sont très proches. D'accord. Pour prendre un exemple, vous êtes un fabricant de produits agroalimentaires, vous ne faites pas de bio, le consommateur a de plus en plus envie de bio. Alors là, en ce moment, c'est moins vraiment, mais de plus en plus envie de bio, bah, vous n'en faites pas, bah, la concurrence va vous tailler des croupières et vous allez voir des boîtes émerger qui vont servir cette demande. Donc en fait, il ne faut pas croire qu'en allant dans une petite boîte, vous ne faites pas bouger les grandes. Vous pouvez très bien faire bouger les grandes boîtes parce qu'elles vont vous voir comme une menace dans la petite boîte dans laquelle vous êtes. Et à ce moment, elles vont se mettre à changer. Alors après, il y a aussi des grandes boîtes qui sont dès à présent, aujourd'hui, plutôt du bon côté de la barrière. Si vous rentrez chez un opérateur de transport en commun, si vous rentrez chez un producteur d'électricité décarbonée que je ne nommerai pas, si vous rentrez je sais pas, chez des ingénieristes qui fabriquent des pistes cyclables, par exemple, bah, vous rentrez chez des acteurs, certains d'entre eux peuvent être significatifs, parce que vous avez certains acteurs qui sont un peu hybrides. Je vais rester dans le groupe Bouygues, je vais prendre Colas. Colas, quand ils créent une nouvelle autoroute, c'est pas eux qui ont été sélectionnés pour la 69, mais quand ils créent une nouvelle autoroute, vous pouvez les voir tout à fait du mauvais côté de la barrière. Par contre, quand ils cassent des chaussées existantes pour y mettre des pistes cyclables, vous pouvez considérer qu'ils sont tout à fait du bon côté de la barrière. Donc même en fait, au sein des grandes boîtes, vous pouvez avoir des morceaux. Après, il faut voir si c'est perméable ou pas. C'est-à-dire si un jour A, on va vous demander de faire de la piste cyclable et le lendemain, vous demandez de faire des autoroutes, là, ça peut être un problème. Mais si c'est des entités dédiées, par exemple, ça peut quand même prendre place au sein d'une grande boîte. Et ça aussi, ça va la faire bouger parce que les business respectifs qui sont faits par l'un et par l'autre, si ça commence à se déformer dans le sens des solutions qui sont pertinentes, bah, vous savez, les patrons d'entreprise ne sont pas fous et ils vont embrayer. Donc ce que j'ai dit tout à l'heure sur les petites boîtes, c'est surtout sur la proximité de l'orientation stratégique de la boîte. C'était surtout ça. Ma remarque, c'était de dire, si vous voulez avoir de l'influence sur l'orientation générale de la boîte, prenez plutôt une petite boîte, ça sera beaucoup plus facile. Alors, ça sera plus difficile pour vous de savoir qui, parce que les boîtes qui ont les moyens de venir au forum de Centrale Supélec, en général, c'est les grosses boîtes. D'accord. Les petites boîtes, vous ne les connaissez pas. Donc, ça vous demande d'aller à la pêche avec votre réseau personnel, les gens qui ont fait des stages, en lisant les échos, qu'est-ce que je sais, en lisant la presse économique. Enfin, à un moment, ça vous demandera une démarche personnelle d'investigation qui sera nécessairement beaucoup plus chronophage que de simplement venir au forum, parce qu'au forum, vous allez avoir les usuels suspects qui sont les mêmes, soit dit en passant, que ceux qui financent les labos dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, mais faut pas croire, hein, j'insiste là-dessus, qu'en allant dans une petite boîte, vous n'allez pas faire bouger les grosses et vous n'allez pas faire bouger la société. C'est pas vrai. Il peut y avoir beaucoup de petites boîtes qui se créent dans des domaines qui derrière vont faire bouger la société. Merci pour ce précieux échange. La conférence est maintenant terminée. Merci à vous, public, d'être venus aussi nombreux.